Et voilà, mesdames et messieurs, ça recommence. Saison 3 du podcast Bulletin sportif. Oui, je suis très content. On repart ça en force. Évidemment parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. D'enthousiasme. Ça prend des enthousiastes aussi. Remarquez, ça prend beaucoup d'enthousiasme pour vouloir lancer tout ça. Une autre grosse année, cette année 24-25. On va encore une fois parler de tout ce qu'on est en mesure de voir et d'observer dans le monde du sport collégial, universitaire et parfois même scolaire. Évidemment, on va être là pour la saison de football, les saisons de football universitaire, collégial, un peu partout. On va parler de tout ça. Flag football, soccer, basket, je vais répéter le soccer, pas que j'ai besoin de répéter, volleyball, hockey, athlétisme, nommez-les. On va parler de tellement de choses encore une fois cette année. On va rencontrer un paquet de personnes super intéressantes parce qu'on va revenir à une formule d'un seul podcast par semaine. Et dans ce podcast-là, on va avoir des émissions à chaque semaine qui vont être très complètes. Alors, je n'aurai pas d'édition football ou d'édition hockey. On va tout mettre ça dans un même gros melting pot. On va se faire un show à chaque semaine qui va être, oui, un peu plus long, mais vous allez être capable, évidemment, facilement d'aller chercher les segments que vous préférez. Je veux absolument vous présenter parce que si on parle beaucoup de sport, c'est aussi parce que, oui, j'en suis beaucoup, je regarde un paquet de choses, mais aussi parce que j'ai des collaborateurs fantastiques, encore une fois, avec qui on va rouler cette année. Évidemment, Pat Bois, Jason Bryan, Jean-Baptiste, Marc Gagnon, William Julien au football, au flag football. Ben, écoute, avant d'aller plus loin au foot, je m'en allais l'oublier. Au foot juvénile, on va avoir un segment maintenant cette année. Foot juvénile avec Bernard Gervais. Flag football, Chloé Corbeil. Chaque show, là, peut-être pas à chaque show, mais on va régulièrement vous parler de ce qui se passe dans les saisons de flag football, un sport qui prend énormément de place dans notre sport étudiant. Évidemment, hockey collégial, masculin avec Tristan Mac, Denzel Carré-Gayal, Léa McIntyre pour le volley féminin, autant collégial qu'universitaire. Puis des invités ici et là. Probablement Danny Brown en volleyball, assurément, on lui parle à chaque année, donc on va le considérer comme un régulier, mais même si on ne fait pas des segments de volleyball à chaque semaine, mais évidemment, on se garde au courant de tout ce qui se passe de ce côté-là. Fait que bref, suivez-nous toute l'année, vous en allez avoir pour tous les goûts. Si vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle, des gens que vous voulez qu'on rencontre, des entrevues que vous voulez qu'on fasse, bien évidemment, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez. Ça va toujours me faire plaisir. Écoutez, je n'ai pas besoin de vanter le sport étudiant, le sport universitaire, mais je vais le faire pareil parce qu'on a eu un été olympique cette année, des superbes Jeux à Paris. Puis ça a été spécial parce que notamment, j'aurais pu prendre chacun des sports, mais juste vous donner un exemple. Dans l'équipe d'athlétisme canadienne, on parle d'athlétisme, puis on se dit tout le temps tout se passe aux États-Unis, mais on avait quand même le tiers de l'équipe canadienne qui sont des gens qui ont évolué au niveau universitaire canadien, donc qui ne sont pas nécessairement allés aux États-Unis s'expatrier pour se développer comme athlète. Donc, le tiers de l'équipe quand même qui provenait et qui ont notamment évolué dans les universités canadiennes et j'ai pas le choix on peut pas passer à côté des trois gars, des anciens du Rouge et Or, Fafard, Philibert Thibouteau, Desgagnés, qui ont été au niveau de la course à pied, qui ont été si excellents. Et bien sûr, Audrey Leduc en sprint qu'on avait reçu l'année passée au printemps, juste avant qu'elle se mette à battre tous les records canadiens extérieurs aux 100 mètres, 200 mètres, qu'elle fasse sa place sur, évidemment, l'équipe 4x100 mètres. Donc, j'ai été tellement fier de regarder ça, des gens que j'ai suivis, des gens à qui j'ai eu la chance de parler, de les voir aller sur la plus grande scène, les voir bien performer. On est content quand on les voit, mais je vous le dis, ça rajoute quelque chose quand on les a suivis avant, quand on les a vus venir. Donc, embarquez dans la game du sport étudiant. C'est des gens
très, très intéressant. C'est du très haut niveau. Et surtout, ça rajoute un petit quelque chose quand on les voit continuer au niveau soit olympique, soit professionnel. Bref, une belle gang à suivre. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai parlé d'Olympisme pour saluer Félix-Antoine Lapointe, qui a été l'entraîneur-chef du programme de cross-country du Rouge et Or. Évidemment aussi entraîneur important dans le programme d'athlétisme. C'est le gars qui a amené les Philibert Thibouteau dégagner Fafard aux Jeux olympiques. C'est leur coach. Il va se concentrer sur la partie non universitaire de son coaching. Il va continuer à se développer là. Mais un gars qui a marqué l'université, le sport universitaire, puis bien sûr, surtout l'athlétisme au Québec avec le Rouge et Or. Alors, il y en a partout, en passant, Vert et Or, McGill, l'Université de Montréal. Il y a du monde partout, des grosses équipes de toutes sortes de sports partout. Ne boudez pas votre plaisir, fouillez, allez voir si vous aimez le volley, il y a du monde un peu partout. Si vous aimez le rugby, il y a des équipes un peu partout. Amusez-vous, collégial aussi. Donc, on va être là, on suit ça encore pour une 3e année avec le podcast, une 6e avec le blog, parce qu'évidemment, 3 ans, ça fait 3 ans de plus, ça fait 5 ans en fait, c'est ma 6e année que le blog bulletinsportif.ca existe. La plateforme via le podcast, c'est la 3e. Embarquez avec nous, ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui sont déjà en train de m'écouter. Donc, vous êtes probablement déjà dans ce train-là. Propagez la nouvelle, propagez-la. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis des fois, on ne rit pas, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est le plaisir qu'on a et la façon dont on veut l'avoir. Chacun, ça vous appartient. Mais via le sport étudiant, si vous êtes fan de sport, soyez avec nous. Je commence avec ce qui est devenu le traditionnel spécial de pré-saison du foot universitaire. Donc, si on veut parler de plein de sports, oui, mais la première, on la consacre vraiment à notre groupe du football universitaire de chez nous. Une analyse complète des 5 équipes du RSEQ avec Pat Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste. Alors, sans plus tarder, voilà. Et oui, foot universitaire, on est de retour. Ça recommence cette saison 2024 avec nos 2 analystes, évidemment, de l'année passée qui sont de retour. Jason, Brian, Jean-Baptiste, salut. Salut. Pat Bois, salut à toi aussi. Hey, les boys, c'est reparti, comme je disais. Mois d'août, écoute, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour nos équipes de foot. C'est notre rentrée à nous autres aussi. Ça veut dire que la saison commence. Nos 5 équipes habituelles du RSEQ, évidemment, sont dans leur dernier préparatif. Les matchs commencent en fin de semaine. Vendredi, le 23. On va en parler vendredi, le 23. Donc, les Carabins qui vont recevoir le Vert et Or. Puis le 24, samedi, c'est Concordia qui reçoit le Rouge et Or. On parle de tout ça dans quelques minutes. D'abord et avant tout, c'est notre premier de l'année. Fait que c'est sûr qu'on va faire le tour de chacune des équipes du RSEQ. J'espère que vous êtes prêts, les boys. Vous avez regardé tout ça. On va pouvoir analyser les forces en présence. On va faire ça en commençant à l'envers du classement de l'an passé. On va commencer avec les Redbirds de McGill qui ne se sont pas classés pour les éliminatoires l'an passé. Ultimement, ça a mené au départ de coach Ron Hilaire, remplacé par le coordonnateur offensif, qui est aujourd'hui l'ex-coordonnateur offensif des Stingers de Concordia. Fait que un des cerveaux, ou le cerveau de l'attaque des grands rivaux des Stingers de Concordia, qui est maintenant à la tête du programme complet des Redbirds de McGill. Alex, surprenant. Pat, je te laisse commencer ça. Comment vois-tu ça, l'arrivée d'Alex Surprenant? Puis regardez un petit peu justement cette équipe-là, qu'est-ce que ça peut donner. Mais surtout, là, l'arrivée d'Alex Surprenant, quel impact ça peut peut-être avoir là, sur un programme qui avait, je pense, besoin d'un électrochoc. Moi, tu sais, il semble avoir eu quand même du mouvement cet hiver depuis l'arrivée d'Alex. Alex a l'air super impliqué là, avec les anciens, qui est un point important là, à McGill.
Je pense qu'il essaie de recréer un engouement. C'est encore un petit peu en phase. La romance est quand ça tout a l'air de bien aller, tout est beau, mais c'est une fois que la saison va commencer, c'est là qu'on va pouvoir, pour plus pouvoir voir l'impact à court terme. Parce que c'est sûr que le long terme, on a parlé amplement là, les dernières fois qu'on s'était parlé, mais il y a quand même, on se cachera pas, il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même intéressant de voir sur le court terme ce qu'Alex peut accomplir avec ce groupe-là. Jason, comment vois-tu ça, justement, l'arrivée d'Alex surprenant, justement, qui. Tu l'as dit, Pat, le moyen et long terme, ben, on peut pas. On pourrait l'analyser en long et en large, mais est-ce que tu penses que des fois, justement, là, je parlais d'électrochoc, est-ce que ce mouvement-là, cette décision-là prise par l'Université McGill de changer de coach pourrait avoir un effet quand même assez rapide là, pour McGill, d'après toi? Mais tu sais, comme tu l'as dit, Pat, on est encore au début de ce nouveau partenariat. Fait que c'est sûr que ça a l'air positif, tout va bien. Je pense que la question, ça va être de comment tous les changements qui ont été faits au niveau de l'organisation, comment ça va se matérialiser sur le terrain, à quel point il va être compétitif. Moi, j'ai pas des grosses attentes. Je veux juste voir de l'effort, physicalité, puis vraiment voir à quel point certains joueurs des années précédentes vont progresser. Particulièrement Éloi Latendresse Régimbat. Je suis vraiment curieux de voir comment, comme carrière, avec un coordinateur offensif comme Alex Prenant, comment lui il va progresser comme joueur. Non, tu arrives avec un point intéressant parce que oui, tu sais, la progression, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que justement, dans cette attaque-là, il y a quand même énormément de stabilité. La ligne offensive, il y a un gars qui, dans le fond, va être nouveau sur la ligne offensive, mais le reste, c'est une ligne on a vu, est capable de bien faire. Le groupe de receveurs va être très solide encore une fois. Darius Simmons qui revient. A été très déçu de ne pas se faire repêcher dans la Ligue canadienne. S'est posé bien des questions. Il a décidé de revenir jouer sa dernière saison universitaire. Éloi qui va pouvoir compter sur lui. Puis un certain Félix Joly, dont on entend beaucoup de bien de la part d'Alex Surprenant puis d'Éloi et compagnie. Fait que tu te retrouves avec une attaque qui est capable de bien faire, qui va jouer du RPO, on le sait, on connaît Alex Surprenant, on sait ce qui s'en vient planter. Donc, ça va être de voir là, justement est-ce que ce groupe-là qui a de l'expérience et tout, qui est capable d'aller mettre assez de points sur le tableau pour devenir une équipe vraiment compétitive. Pat, justement, le côté là, RPO, on l'a vu en masse, là, Alex Surprenant agir comme coordonnateur offensif avec les Stingers. Ce système-là qu'on voit venir, puis qu'on connaît Éloi, là, on sait quel type d'athlète il est. À quel point tu penses que ça va l'aider à être encore mieux? Ben, ça va l'aider. Par contre, il y a quand même probablement plus de choses à faire pre-snap, post-snap, potentiellement sur certains jeux qu'il y avait l'année passée. Fait que si je veux voir une petite courbe d'apprentissage, je ne m'attends pas à ce que ça soit comme à 100% optimal en début de saison. Puis aussi au niveau de coach surprenant, la plupart de ces RPO qu'il faisait dans le passé avec Concordia, c'est beaucoup de RPO dans la pochette. Il n'y avait pas beaucoup de lecture qui amenait son carrière à l'extérieur. Puis, je pense que c'est des trucs qui n'auront pas le choix d'implémenter. Il faut que tu prennes des forces de l'OA et essayer de pas, oui, prendre des décisions rapides, mais de prendre des concepts RPO où que tu peux l'amener en mouvement sur des options. Je pense que ça va aider le joueur à être encore plus dangereux. Puis, c'est sûr qu'ils n'ont pas peut-être plusieurs corps arrière. Donc, je suis pas sûr que, notamment, Alex va avoir beaucoup de concepts pour que ça va être des run-run pour mettre le ballon. Je pense dans la situation de red zone, sûrement que oui. Mais je pense qu'ils vont quand même y aller modérément là, en termes sur des design run à Eloa, surtout en début de saison. Là. Mais ça va être intéressant de voir comment son offensive va évoluer avec un carrière qui est une bébite totalement différente de ce qu'il y a eu dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des choses que les équipes adverses n'ont pas vues. J'en suis pas inquiet.
Non, exact. Puis c'est une équipe qui avait un bon jeu au sol, grosso modo, notamment grâce à Eloi, qui est déjà c'est une menace à ce niveau-là en partant, mais Brandon Ciccarello qui a très, très bien fait. Puis j'en parlais, quand tu as une ligne offensive qui a de l'expérience, oui, il y a peut-être des changements dans le système, ça c'est intéressant, mais ça va être de voir justement, je pense qu'on a des gars qui ont assez de vécu dans cette ligue-là aussi pour être capable de réagir à ce qu'ils vont avoir devant eux, puis surtout à ce qu'ils vont se faire demander. Jason, toi justement, comment tu vois ça? Puis moi, j'ai hâte de voir aussi comment vont réagir les receveurs à ça, ces façons, parce qu'à un moment donné, le RPO, c'est une chose, mais tu sais, tes receveurs, à un moment donné, doivent apprendre à réagir de certaines façons. Là, il y a du nouveau là-dedans. À un moment donné, des fois, il faut que tu apprennes à étirer des jeux, tu apprennes à... Fait que les gars doivent se comprendre. Il y a des choses là-dedans là, qui vont être intéressantes à voir se produire sur le terrain. Je suis vraiment d'accord. Je pense aussi que c'est intéressant de voir au niveau de la ligne offensive à quel point ils vont s'ajuster. Est-ce qu'ils vont ils vont bien être capables de bien bloquer sur des jeux de course, justement? Est-ce qu'ils vont donner assez de temps à Eloi? Puis je pense aussi que du côté de l'attaque, ce qui va être intéressant, c'est que dans les années précédentes, on voyait que McGill était capable de chercher des verges sur des gros jeux explosifs, mais au niveau de la consistance puis la régularité sur des petites passes courtes, puis vraiment contrôler le rythme des matchs comme certains de leurs adversaires peuvent le faire, ils n'ont pas nécessairement réussi. Fait que pour moi, c'est intéressant de voir, puis voir comment, justement, avoir une attaque qui est peut-être un peu plus balancée, qui peut un peu mieux contrôler le rythme d'un match, comment ça peut aussi aider la défense. Fait que, honnêtement, ça va être intéressant à suivre. Puis je pense qu'aussi défensivement, voir comment coach surprenant, même si c'est pas lui qui va s'occuper de cette partie-là du ballon, comment son impact en tant qu'entraîneur-chef va influencer justement comment la défense va jouer aussi, au niveau de leur énergie, de leur exécution. Tu amènes quelque chose d'intéressant avec la défense parce que nouveau coach implique plein de nouveaux coachs à d'autres places. Puis c'est Maxime Chaput-Dupuis, l'ancien coordonnateur de la défensive, des Cougars de Champlain-Lennoxville, qu'on le sait que c'est une organisation qui en a produit des excellents joueurs défensifs. Un certain Pat Bois aussi a passé par ce programme. Mais Maxime qui arrive là, lui doit s'adapter parce que là, il s'en va coacher du football à 3 essais. On en a parlé avec d'autres coachs dans le passé pour toutes sortes de raisons. Il y a une adaptation qui est là. Mais défensivement, ça a été extrêmement difficile pour McGill dans les dernières années. Là, c'est de voir parce que on n'a pas amené, il n'y a pas un influx de joueurs extrêmement talentueux ou, il y en a des bons, là, le point n'est pas là, c'est vraiment juste, il n'est pas arrivé plein de nouveaux gars qui ont jamais, qui vont arriver, qui vont changer la face même de cette équipe-là, ou en tout cas, les ressources sont les mêmes. Comment tu peux prendre ces ressources-là puis construire une attaque, pas une attaque, mais une défensive beaucoup plus hermétique, plus solide, plus consistante. Je me pose la question jusqu'à quel point, parce que ça va être assurément un élément qui va faire une différence victoire-défaite, c'est sûr. Il va y avoir quand même un gros learning curve pour Max. Max, c'est un travailleur acharné, c'est un recruteur hors pair, c'est un gars qui a un bel avenir devant lui en tant que coach, mais tu sais, de passer à du 4 essais, à du 3 essais avec des gars que tu n'as pas été à la gare encore, tu as vu du film, mais tu sais pas encore ce que les gars peuvent faire dans ton système. Puis tu sais, toi, en tant que coach, moi, je l'ai vécu quand je suis passé au football à 3 essais quand je suis arrivé de Garneau en 2012 à McGill. C'est une game totalement différente. Ta préparation est différente. Donc, c'est sûr qu'en tant que coach, tu vas te chercher un peu en début de saison. Ta philosophie va s'adapter. Puis, tu vas faire face à des choses qui sont beaucoup plus complexes que ce que tu as vu dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un cours d'apprentissage pour lui. C'est pas la première année que les gars, c'est sûr qu'ils ont implémenté sa défensive au camp d'entraînement, au camp de printemps, mais ça va prendre un rodage en début de saison. Je pense que ça tombe bien pour eux là, de commencer avec une semaine de baisse. Ça leur permet aux joueurs de gérer mieux les trucs, puis en même temps de mieux établir leur base. Exact. Jason, je ne sais pas comment tu vois ça. Puis s'il n'y a pas des. Pour moi, c'est la ligne défensive là, qui est quand même certain. En fait, je dis ça. Il y a la ligne défensive, il y a eu la tertiaire qui a eu sa part de problème aussi. Là. Il va y avoir des nouveaux, il va y avoir du nouveau monde qui vont être là. Évidemment, dans l'équipe de la défense, je pense que c'est là qu'on va avoir le plus de mélange vétérans, jeunes. Est-ce que tu penses que ça peut être long avant d'embarquer justement puis d'avoir une défensive qui va devenir plus complexe à affronter pour les adversaires? Comme je le dis, le McGill, ça a été le gros problème. Là. Mais moi, je ne serais pas surpris que justement, en début de saison, au niveau de la tertiaire, ce soit très difficile, qu'au
au niveau de certains match-ups qui se prennent des coups, qui prennent des passes de toucher, puis que ce soit plus difficile. Mais je pense que le modèle à suivre, ça va être vraiment Concordia. On se rappelle que Concordia, en début de saison, ils avaient une bonne défense qui jouait bien, mais ils avaient quand même mangé leur croûte, on va dire. Puis au fur et à mesure, ils sont restés résilients, ils ont fait le travail nécessaire, ils ont fait les ajustements. Puis comme tu l'as dit, Pat, le coordonnateur défensif, il va ajouter sa philosophie, puis va mettre des choses en place pour répondre à ce que les attaques adverses font. Fait pour moi, McGill, ça va être ça, c'est de voir à quel point ils vont être résilients suite à peut-être des difficultés en début de saison, autant en défense qu'en attaque. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la clé pour cette équipe-là, c'est la résilience, puis voir comment ils vont être capables de développer, s'ajuster, mettre des bonnes fondations en tant qu'équipe pour les années à suivre. Non, exact. Je ne sais pas. On fera ça à la fin, là, peut-être se faire un classement qu'on voit, mais je pense que quand même, peut-être que ça part de ce que vous disiez au début. Là, il y a un enthousiasme de début d'année de voir qui semble être en position pour faire des choses différemment de l'an passé. Mais j'ai l'impression en tout cas, il y a quelque chose là, qui m'intéresse, en tout cas, ou qui minimalement m'intrigue avec McGill cette année, de voir justement comment on va être capable de peut-être rassembler des bons morceaux qui sont là, qui étaient là, les rassembler ensemble, peut-être leur donner un petit peu plus de structure là, dans tout ça. Par contre, ils vont avoir le même enjeu que d'habitude. Puis Alex Surprenant m'en a parlé, la profondeur. Puis ça, on n'en parlera jamais assez. C'est un des éléments majeurs qui fait la différence entre les gros programmes puis les équipes qui sont bonnes, mais qui s'essoufflent, ou en tout cas pour qui ça devient difficile de gagner plus régulièrement. La profondeur, elle ne sera pas là encore cette année. Ça risque d'être un gros enjeu. C'est sûr que c'est une unité spéciale, ça va être encore un problématique pour eux, même s'ils ont un nouveau coach qui est un gars super intense, ça va être un gros atout pour eux, Yannick Morin-Plante, mais les outils qu'il va avoir entre les mains, mais c'est avec le manque de profondeur, mais souvent, on l'a vu dans les années précédentes, c'est souvent là que McGill se fait c'est là qu'ils ont le plus gros désavantage, c'est une unité spéciale à cause du manque de profondeur. Yes, ben écoute, ça va être à voir là. Est-ce que McGill va être capable de faire cette année? On va évidemment, comme à toutes les équipes, leur souhaiter la meilleure des chances, puis ça va être intéressant. La deuxième équipe qu'on va regarder ensemble, c'est le Vert-et-Or de Sherbrooke. Vert-et-Or de Sherbrooke qui aussi, ça c'est rare que ça arrive. Déjà, c'est rare qu'on a des changements d'entraîneur-chef. On a eu 2 changements d'entraîneur-chef pendant la saison morte. Mathieu Lecomte, qui a quitté à la fin de la dernière saison. C'est maintenant Kevin Régimbald qui a pris les rênes de cette équipe-là. Encore une fois, une autre équipe avec... ça vient toujours que ça part de points d'interrogation, ces changements-là, mais Sherbrooke, l'année passée, il y a 2 ans, on avait vu une défense de Sherbrooke extrêmement efficace parce qu'elle créait des tonnes de revirements, notamment. L'année passée, on n'a pas vu ça, mais on a vu énormément de blessures aussi à Sherbrooke. Et là, ça a amené justement peut-être un paquet de confusion ou en tout cas d'éléments qui ont rendu moins efficace cette équipe-là. On arrive à 2024, on est rendu à l'après Anthony Robichaud en attaque. On est rendu justement avec un nouveau coach, des nouveaux coachs, parce que nouveau coordonnateur offensif aussi, l'ancien des Volontaires de Sherbrooke. Comment voyez-vous cette équipe-là du Vert-et-Or? Jason, je vais te laisser commencer avec eux. Je pense que c'est très semblant à McGill, ça va être une question de redéfinir la culture puis de se réimposer. Il y a 2 ans, comme tu l'as dit, on avait vu une équipe qui semblait monter une pente ascendante en termes de leur progression juste à tous les niveaux. Et l'an dernier, il y a eu les blessures, oui, mais j'ai quand même trouvé qu'au niveau de leur énergie, leur exécution, leur discipline, leur manière d'attaquer les gros moments, ils n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Et ça va être intéressant de voir offensivement qu'est-ce qu'ils vont faire à la position de carrière. Ça va être quoi leur style, puis défensivement, comment coach Régimbald, c'est quoi sa philosophie, comment il va s'imposer, on va dire, puis mettre les choses en place pour qu'ils aient une défense beaucoup plus résiliente que l'an dernier. Toi, Pat, comment vois-tu cette nouvelle mouture là, justement du Vert-et-Or? Je pense que le changement était nécessaire. Je pense que le coach Régimbald, c'est un bon choix. Puis je pense qu'il va amener une identité différente à cette équipe-là. Je pense au niveau de la défensive avec Guillaume Boucher, c'est un gars d'expérience. Puis en ayant un coach qui est défensif, je pense que défensivement, tu vas avoir une équipe qui va être quand même assez intense, qui va être bien préparée, puis qui va pouvoir
être un peu la force de cette équipe-là. Au niveau offensif, une spéciale, même des coachs qui sont assez verts, qui n'ont jamais coaché au niveau universitaire, un coordinateur offensif qui arrive de la division, pour pas dénigrer la division 2 collégiale, mais c'est quand même un gars qui arrive avec la division 2 collégiale. Donc, je pense qu'il va y avoir une bonne période d'adaptation pour ce coach-là, même si toutes les intentions sont là, les choses sont préparées. C'est quand même du gros football dans la RSEQ. Puis, il y a toutes les semaines, tu des gars qui ont coaché, c'est des gars des entraîneurs professionnels, des gars qui ont coaché du gros niveau, comme Paul Saint-Vilien à Concordia, Marc Fortier à Denis Tuchette. Donc, tu affrontes des pros, puis ils vont voir dans les premières semaines que tu es collégial Division 2. Là. Non, tu as parfaitement raison, puis c'est un élément, puis c'est intéressant parce que on parle de, c'est Maxime Gauthier, là, dont on parle évidemment, le coordonnateur offensif qui s'en vient justement avec le vert et or. Il y a une bataille pour le poste de carrière là-bas. On a Jérémy Fife, qui est à sa 2e année universitaire. C'est un ancien du Vieux-Montréal, un gars qui a beaucoup d'atouts. C'est un gars capable de courir, c'est un gars avec un bon bras, c'est un gars très intelligent. Mais tu sais qu'il n'y a pas énormément de foot universitaire dans le corps non plus. Il a joué un peu certains essais. Il a eu ses occasions. Bref, il a embarqué sur un terrain. Il a au moins, en tout cas, pratiqué pendant une saison de temps et le camp jusqu'à maintenant au niveau universitaire. Fait qu'il y a ça d'avantage pour lui. Mais celui contre qui il se bat pour un poste, c'est Samuel Goulet-Ménard, qui a été le carrière de Maxime Gauthier dans les dernières années avec les volontaires à Sherbrooke. Fait que c'est deux gars qui se connaissent bien. À quel point, justement, on prend un risque. Puis là, à un moment donné, on n'est pas là au camp, on ne voit pas chaque chose. Samuel Goulet-Ménard, moi, je le sais, je l'ai assez vu jouer, je sais que c'est un bon joueur de foot, c'est pas la question. Mais t'en parles, Pat, il y a un élément de... On arrive et on s'en va jouer contre des gars qui pourraient coacher au niveau professionnel. Là, ça va être un gros step. Et pour le coordonnateur offensif qui a beau avoir regardé du vidéo en quantité industrielle puis être très bon de connaître ses joueurs, à un moment donné, quand tu es ses lignes de côté et tu as des décisions à prendre, ça arrive vite, ça se passe sur le terrain. Il y a des éléments là. Est-ce que tu penses que tu peux aller faire ça, qu'un gars comme lui peut aller faire ça avec un carrière recrue comme ça qui arrive du collégial, qui n'a pas joué encore du football universitaire? À quel point tu peux vraiment penser faire ça versus justement avec Jérémy Fife qui lui au moins en a vu. Pour l'avoir vécu un petit peu quand je passais du collégial à l'universitaire, c'est sûr que tu as un peu l'élément de surprise quand tu arrives. Les coachs ont fait des études un peu sur toi, ils ont fait des vidéos collégiaux, mais ils ne savent pas vraiment comment tu vas t'adapter à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, mais le coach offensif ne connaît pas nécessairement ce qu'il va voir, mais de l'autre côté, c'est vrai aussi. Fait que, il va y avoir quand même un élément de surprise. Mais je dirais que ce soit le carrière recrue ou le carrière de première année, les jeunes vont avoir une courbe d'apprentissage. Ça sera pas. Je pense qu'il va falloir s'amener un peu de patience au niveau du VAR là, pour pouvoir bâtir là, au courant de l'année. Là, je pense que c'est de bâtir le moyen long terme. Je pense je suis sûr que malgré les objectifs qu'ils vont avoir publiquement, ils sont conscients de la réalité là, que ils ne gagneront pas une coupe d'année cette année avec des jeunes carrières comme ça. Là. Non, ce serait effectivement très surprenant. Puis, il y a aussi comme n'importe quelle équipe, ils ont des changements, mais quand un Anthony Vandal qui quitte ta ligne offensive pour aller jouer pro, c'est là qu'on parle des fois de profondeur, de dire, OK, qui vient remplacer? Puis ça, tu peux être la meilleure équipe au Canada, mais tu perds un Anthony Vandal, ça fait mal, mais il y en a qui au moins ont peut-être tellement de talent, puis c'est ceux qui suivent, on peut penser au Rouge et Or, qui a été une pépinière de joueurs de ligne offensive, tellement qu'il y a des années, on envoyait des gars qui ont fini par avoir des carrières dans la Ligue canadienne, puis quand ils partaient, les gars qui remplaçaient, c'était des gars de 3e, 4e année, que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le système, prêts à prendre la place, puis c'était des noms qu'on ne connaissait pas nécessairement, puis ils ont toujours tout de suite été excellents. Est-ce que Sherbrooke a ce niveau de joueur-là, justement, capable de rapidement remplacer un Vandal? Ça va être à voir. Pour moi, c'est un gros point d'interrogation aussi. Là, Jason, comment tu vois ça aussi? Mais je pense, comme vous l'avez dit, ça va être surtout au niveau, à cause du fait que c'est deux carrières jeunes, il va y avoir une période d'ajustement. Mais je pense qu'avec un départ d'un Anthony Vandal, la clé, c'est qu'un joueur comme ça, c'est un joueur qui a laissé une empreinte, c'est un joueur qui a été un leader pendant longtemps. Puis
pense que même si, peut-être à la position de ligne offensive, il va peut-être avoir une période d'ajustement, mais il y a d'autres positions où peut-être qu'un leader comme ça a pu inspirer. Tu sais, je pense à la position de receveur, mettons avec des joueurs comme Marc-André Chat, par exemple. C'est un joueur très talentueux que je pense qu'il va prendre un autre step. Je pense aussi qu'à la position de running back avec Freud César, avec Jonathan Martel, Bruno Sénécal, c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui peuvent prendre un step, qui peuvent aider justement ces jeunes carrières-là avec le jeu au sol, de rendre ça plus facile, être patient, puis contrôler le rythme des matchs pour créer des opportunités dans les zones profondes. Fait que pour moi, je pense que même si à la position de carrière, on est jeune, aux autres positions de l'attaque, il y a des joueurs intéressants qui sont des vétérans qui peuvent justement s'affirmer puis aider les carrières durant cette transition-là. Oui, parce qu'on va avoir besoin de jeu au sol notamment, puis ça a été un problème avec Sherbrooke l'année passée. Tu as nommé les 3 gars qui sont probablement ceux à qui on va donner le ballon. Freud, Jean-Ernest César, Jonathan Martel, puis Bruno Sénécal. Là, c'est des gars qui ont besoin de monter à un autre niveau. Là. Oui, il y a la ligne offensive, évidemment, qui a son rôle à jouer, mais ça, c'est des gars à qui on va devoir donner beaucoup de l'autre travail, justement, parce qu'il va falloir aider nos jeunes carrières. Là, si on a un peu de jeu au sol, au moins, donne un petit break mentalement, justement, à tes carrières, là, si on est capable d'au moins aller chercher des bonnes verges sur des premiers essais. Pat, excuse-moi, j'ai dit ce que je disais, puis je parle, mais Pat, je ne sais pas si tu le vois comme ça, puis comment comment on peut aider cette jeune attaque-là. Cette jeune attaque, tu le dis, là, c'est jeune attaque au niveau carrière, parce qu'ils ont des receveurs effectivement très talentueux qui sont là, puis des bons vétérans, là, des Marchands notamment. Tu parlais de Chat, mais Marchand qui reste un receveur de premier plan dans cette équipe. Un des gars les plus explosifs en tant que receveur au niveau du RSEQ. C'est un gars qui est dangereux à tous les matchs. C'est sûr qu'au niveau des skills, ils ont quand même un bon noyau là, de receveurs et de porteurs de ballon. C'est que ces gars, la maturité de ces gars-là fait en sorte d'élever le jeu là, des jeunes carrières, puis aussi de la ligne, des incertitudes là, au niveau de la ligne offensive. Défensivement, j'en ai parlé tantôt, c'est une équipe qui a provoqué énormément de revirements il y a 2 ans. Ça en a fait une équipe dangereuse parce que constamment, sans avoir des statistiques globalement comme équipe extrêmement explosive ou quoi que ce soit, c'est une équipe qui était fatigante parce qu'elle trouvait le moyen de couper des rythmes parce que c'est contre des bonnes équipes, justement contre Montréal, ils leur avaient donné du fil à retordre parce qu'ils arrivaient à stopper des séquences avec des revirements, des situations comme ça, ce qu'on n'a pas réussi à faire l'an passé. En parlant avec Olivier Joly, le demi-défensif vétéran, lui me disait, écoutez, je vous le garantis qu'on va, on va en avoir des revirements. Donc, il y a une intention qui est là, mais tu as beau vouloir faire des revirements, ça reste des jeux, des gros jeux qui s'exécutent. Comment une équipe peut tant compter sur les revirements pour devenir sa marque de commerce? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire de dire ça va être notre marque de commerce, d'aller faire des revirements, ou c'est quelque chose qu'on constate après coup, qu'on dit OK, c'est une équipe qui, de la façon dont ils jouent, ils arrivent à faire des revirements. Est-ce qu'ils peuvent jouer d'une façon que le revirement arrive ou non, devienne quand même une équipe qui devient difficile à contrer? On a perdu 2 excellents gars de ligne défensive en Émeric Hamelin et surtout Dylan Côté, puis j'enlève rien à Émeric Hamelin, c'est un gars qui a juste été beaucoup plus blessé, fait qu'on a moins vu, mais on a perdu ces 2 gars-là quand même. Fait que, c'est un élément de mettre la pression sur le carrière, ça fait partie de la clé, je ne sais pas. Puis on l'a vu dès l'une côté l'année dernière, les games qui n'étaient pas là, le Vargas se faisait quand même varloper là, sur la ligne. C'est un gars, quand il était présent, qui avait un impact à tous les matchs. Donc c'est sûr que c'est un gars que c'est pas un gars que tu peux remplacer à court terme. Là, je pense qu'il y a d'autres jeunes fois qui élèvent leur jeu pour pouvoir être à la hauteur du legacy de ce que ce gars-là avait mis en place. Là. Ouais, moi, je pense que, honnêtement, au niveau de créer des revirements, tu sais, quand un joueur comme Olivier Joly, lui, je pense que, OK, il peut chercher des interceptions, mais au niveau, comme tu l'as dit, avec la ligne défensive, les pertes qu'on a eues, moi, je suis curieux de voir au niveau de la ligne défensive qu'on a, puis au niveau des secondaires, est-ce que, justement, on peut créer des revirements par la physicalité, en faisant des gros plaqués, en sortant le ballon? Parce que moi, ma peur avec Sherbrooke, c'est qu'avec les pertes qu'ils ont eues sur la ligne défensive, j'ai l'impression que les équipes adverses vont essayer de courir le ballon, puis justement, ils vont dominer cette façon-là.
Fait que pour moi, je vois pas comment ils pourront chercher le revirement sans justement avoir de l'impact puis être vraiment violent puis en cherchant le ballon de cette façon-là. Parce que je pense pas que les attaques adverses vont juste rester là à lancer la balle. Puis en tout cas, je pense pas qu'ils vont prendre cette stratégie-là. Je pense qu'ils vont vraiment opter sur le jeu au sol. On va rouler sur le verre puis on va voir s'ils peuvent nous arrêter de cette façon-là. Non, c'est un point. Puis, tu sais, on a eu un solide recrutement au niveau des secondaires, mais ça reste qu'à la fin, si talentueux soit-il, c'est des recrues. Fait que ça reste toujours intéressant de voir. Mais, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être pour une boîte défensive, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est plus facile d'intégrer des recrues. Il y a peut-être un élément là-dedans où est-ce que leur physicalité, leur façon de jouer fait en sorte qu'ils peuvent se gagner une place sans nécessairement maîtriser à si haut niveau que ça. Avoir un peu moins d'expérience puis être quand même être capable d'être efficace rapidement. Une boîte défensive, quelqu'un qui est dans une boîte défensive peut peut-être justement s'en tirer par ses qualités physiques. Peut-être que je me trompe, là, je ne sais pas comment tu vois ça, Pat, mais il y a peut-être moyen d'intégrer des jeunes là-dedans et de voir leur impact un peu plus rapidement. Je te dirais que le rendement défensif, Guillaume Boucher a quand même un bon track record. C'est un gars année après année qui met des bonnes défensives en place avec des bons plans de match. Tu regardes les games contre les Carabins toutes les années. Sherbrooke sort des lapins de leur chapeau. Donc, c'est des gars qui vont être bien coachés, bien préparés. Puis, je pense que il va falloir que l'intensité soit. Je pense qu'ils ont des coachs intenses en défensive avec Guillaume et Kevin. Mais je pense que ces coachs-là, leur empreinte, il va falloir qu'il y ait un gros impact cette année, puis qui amène un peu leur personnalité à travers l'équipe. Là. Exact. Puis, il y a une unité spéciale, il ne faut pas oublier. Il y a un certain Louis Tardif là, qui a terminé sa carrière universitaire. On le sait à quel point c'est important. Kevin Régimbald s'est occupé des unités spéciales, c'est très bien ce que c'est. Donc, ça va être intéressant là, de voir la bataille pour trouver qui va remplacer Louis Tardif au poste de batteur. Donc, un élément clé aussi là, qui pourrait avoir un impact parce qu'on l'oublie trop souvent. On regarde attaque, on regarde défense, mais la bataille du positionnement sur le terrain via tes unités spéciales, si tu as un niveau un petit peu moins élevé que certaines autres équipes, tu peux te rattraper des fois à ces endroits-là, puis ça te permet de te garder dans le match. Hâte de voir, là, il y a notamment Antoine Couture qui a été batteur avec McGill les 3 premières années de sa carrière, qui est maintenant rendu avec Sherbrooke. Au moins, tu as un vétéran là, qui s'en vient, qui va peut-être pouvoir faire le travail de ce côté-là. Ça va être à voir. Troisième équipe. Là, je pense personnellement qu'on rentre dans autre chose, à mon avis, pour cette année, parce que contrairement aux années passées, où c'est Rouge et Or, Carabin, uniquement, à moins que, puis là, on cherche à savoir c'est qui la troisième équipe qui va peut-être cette année avoir une chance des fois d'aller déranger les deux. En tout cas, c'est peut-être un enthousiasme qui me vient de l'année passée, mais d'après moi, Concordia est non seulement numéro 3 assuré, mais c'est peut-être même mieux que ça. Est-ce que je vois trop loin? Je ne le sais pas, mais le retour d'Olivier Roy dans cette attaque-là. Évidemment, on en a parlé, si Alex Surprenant est parti à McGill, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, mais si Justin Chapdelaine, il était déjà là. C'est un gars qui a été coordonnateur offensif dans cette ligue. Donc, une équipe très intéressante, une ligne offensive à maturité. On va parler de la défense après, mais une ligne offensive à maturité, un groupe de receveurs qui, lui, est peut-être là avec quelques points d'interrogation parce qu'on a perdu des gars, mais avec le retour d'Olivier Roy aussi, puis un jeu au sol qu'on a vu excellent l'année passée, qui s'est renforcé avec un bon recrutement. Je ne sais pas comment vous voyez ça pour les Stingers cette année, Pat. Moi, je te dirais que je le vois avec moins d'enthousiasme que toi. Okay. Le nouveau changement de coordonnateur va quand même affecter beaucoup cette équipe-là. Le remplaçant d'Alex Surprenant, Justin Chapdelaine, c'est un gars super talentueux. C'est un gars que, quand j'étais au Camp des Alouettes dans le temps, j'ai trippé à voir coacher. Il a autant de connaissances que son père. Par contre, c'est un gars qui roule un système pro. C'est un système
CFL, c'est un système quand même super assez complexe. Puis c'est pas, tu parleras de n'importe quel gars qui ont joué pour Jacques, joué pour Justin. C'est des systèmes qui sont assez compliqués. Puis c'est plus l'année avance, plus que les gars vont maîtriser les choses, que ça va y avoir je pense que dans toutes les équipes de nos comptages, c'est peut-être le plus gros learning curve pour les joueurs parce que c'est vraiment un système pro pour les gars. Donc, pour ton carrière qui est habitué de jouer dans un système d'RPO, là, il est plus dans un. C'est sûr que Justin peut implémenter des RPO pour prendre les forces d'Olivier Roy. Par contre, c'est pas ça son dada à lui. C'est un gars qui est plus classique, il va avoir du 3-step drop, du 5-step drop. Donc, là, c'est comme on va voir Olivier Roy jouer avec des choses qui n'est pas habitué. C'est pas l'environnement dans lequel le carrière est habitué. Donc, c'est comme est-ce qu'on va voir s'il est capable d'évoluer dans une offensive pro-style ou il est dans une offensive qui est basée un peu avec plusieurs progressions de lecture sur le passing game. Justin Chapdelaine, c'est un gars qui va courir, mais c'est un gars qui, selon moi, est un petit peu des fois, il est plus pass first que run first, comme Alex Prenant. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir que le coach s'adapte un petit peu au roster qu'il y a. Puis, au niveau on parle d'Olivier Roy, mais des receveurs, ils vont en avoir plein. Ils ont sûrement eu plein la tête au printemps, puis pendant l'entraînement, avec le playbook. Puis, c'est quand même il y a pas beaucoup de receveurs qui ont fait leur preuve l'année passée. Le noyau des joueurs dangereux. Ils ont quitté l'une de leurs meilleures recrues. Elle était à McGill à la place. Donc, au niveau des receveurs, c'est quand même un gros point d'interrogation pour moi. J'ai hâte de voir comment, en début d'année, puis quand l'impact du court terme, là, de voir comment les gars sont adaptés au système de Justin. Justin, il sait où il s'en va. C'est juste que à quel point les joueurs vont être comme prêts pour le système. C'est ça qu'il reste à voir. Je me souviens comme quand coach Chapdelaine, le père de Justin, nous coachait à Laval. À partir, mettons, de la troisième, quatrième game, là, les gars étaient confortables avec l'offensive, ça partait. Puis là, c'est comme une fois qu'ils sont confortables, c'est une offensive qui est difficile à arrêter. Mais je pense qu'il y a encore je suis pas sûr que ça va être rodé au point que ça va peut-être leur faire mal un petit peu en début de saison, je pense. Intéressant, très, très intéressant. Puis tu l'as dit, puis que quand on parle de receveurs, Ézéchiel Tiède, qui a de loin été leur go-to guy l'année passée, il est rendu chez les pros. Puis une nouvelle qui a fait peut-être mal l'année passée, peut-être assurément mal. L'année passée, Jalen Greaves n'a pas joué de l'année, mais Jalen Greaves, on espérait sûrement le revoir cette année. Il ne sera pas là. Fait on espérait probablement remplacer la production de Tiède par celle de Greaves. Fait que là, on perd et Tiède et Greaves. Fait qu'il faut se trouver notre receveur numéro 1. Jacob Salvaille qui n'est plus là non plus, qui était quand même Jacob Salvaille, exactement, c'est un excellent point qui est un gars qui peut-être passé en dessous de. On se rappelle moins de lui parce que les deux autres ont ramassé plus de verges, mais Jacob Salvaille il était une machine, un gars extrêmement important pendant toutes ces années. Fait que c'est un très bon point que tu amènes, Pat. Ça va être qui ce gars-là? Est-ce que ça va être Oriola Poirier qu'on a vu l'année passée avoir des. Tu vois que son talent est là, mais il y a des moments où est-ce que on aurait aimé qu'il fasse certains catchs qu'il n'a pas fait, mais ça restait une recrue. Est-ce que cette année, son jeu va avoir augmenté assez pour prendre cette place-là? Bon point. Les receveurs de passe, là, ça va être quelque chose. Jason, toi, comment vois-tu cette là, on est en train de parler de l'attaque, on va se concentrer dessus, mais justement, cette offensive-là, cette nouvelle offensive-là des Stingers. Je suis un peu de l'avis de Pat. Je pense qu'offensivement, ils vont devoir se trouver. Phil, je suis vraiment d'accord avec ton point. Oriola, je pense, être le joueur à surveiller au niveau de cette attaque-là. Je trouve que, comme tu l'as dit, cette année, on l'a vu justement battre des DBs 1 à 1 sur certaines séquences, puis avoir l'opportunité d'attraper le ballon. Ça, c'est juste pas. Il y a eu genre un échappé, etc., ou un truc pas exécuté. Mais là, je pense que là, c'est son opportunité pour lui de prendre ce step-là. Je pense que c'est le joueur à surveiller de cette attaque-là. Sinon, globalement, ils ont une ligne offensive en maturité, mais je ne sais pas si, au niveau de la protection de passe, est-ce qu'ils vont être assez bons, justement, quand je pense à une équipe comme les Carabins, puis même le Rouge et Or, qui sont leurs deux adversaires principaux.
je ne sais pas encore si cette ligne offensive-là, malgré le fait qu'ils sont en maturité, malgré le fait qu'on a vu une belle amélioration, est-ce que dans les gros moments, cette ligne offensive-là va avoir la résilience pour être capable de protéger Olivier Roy? Puis Olivier Roy, individuellement, je suis vraiment curieux de voir, même si c'est son carrière vétéran qui a joué longtemps, je pense encore qu'il y a une progression qui peut se faire, malgré le fait que c'est un nouveau système, comme tu l'as mentionné, Pat, qui va avoir un nouvel apprentissage à faire, mais je pense que lui, c'est sa dernière année en tant que joueur. C'est son année. On l'a vu jouer à très haut niveau. L'an dernier, on a vu des bonnes choses puis des mauvaises choses à certains moments. Je suis vraiment curieux de voir comment lui, comme carrière, qui a maintenant beaucoup d'expérience, comment lui va progresser dans ses performances dans les gros moments. Non, tu as raison, puis on l'oublie, ils sont encore jeunes, ça va être des vétérans universitaires, c'est pas des gars de 45 ans, c'est des gars de 25, fait que, tu sais, oui, il y a encore, il y a assurément toujours une progression, mais je reste, vous amenez des très bons points, évidemment, dans vos analyses, mais moi, je reste avec l'idée que ça reste encore une équipe qui a tous les atouts pour courir énormément, très bien. Frank Chembe, notamment, qui était là l'an passé, puis rappelez-moi l'autre, Dwante Morgan. Donc, ça reste un duo extrêmement solide. Ils ont amené des recrues en plus, les deux porteurs de ballon qui étaient avec les Islanders de John Abbott l'année passée, dont Alex Marchand qui fait très bien au camp. Puis il y a William Chamberlain qui arrive des Douarts-Montpetit. C'est du talent pur là, qui arrive. Puis au niveau des receveurs, Gaspard Cernacek du Vieux-Montréal, un gars qui assurément peut amener des bonnes choses. Oui, tu as mentionné Félix Joly qui est allé à McGill, mais tu sais, Mika Thibodeau de Saint-Hyacinthe, Rodney Estimé, un transfert qui arrive d'Ottawa, un ancien de Montmorency, un grand gars qui est peut-être une solution aussi dont on ne parle pas encore parce qu'on le connaît moins. Mais oui, il y a des questions à se poser. Oui, il y a une courbe d'apprentissage assurément. Fait que ça va être à voir. Je suis curieux effectivement de voir, mais ça demeure une équipe, avec plusieurs joueurs aguerris, solides. Il y a de l'expérience là-dedans. Puis ça reste que si on regarde Concordia, il faut parler de la défensive. Qui a fait un virage à pratiquement 180 pendant la saison passée, qui était la première de Polo comme coordonnateur défensif. Maintenant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a entre les mains. Donc, une défensive, encore une fois, qui va être extrêmement intéressante. Perdu quelques joueurs, évidemment, mais une défensive qui, d'après moi, est encore très, très, très intéressante à suivre. Par contre, est-ce que les coordonnateurs offensifs connaissent maintenant cette défensive-là un peu mieux, connaissent les joueurs qui font partie de cette défensive-là, puis on va être capable de je vais dire, plus les tester ou les tester différemment, assez pour ébranler. Jason, je ne sais pas comment tu vois justement l'impact de la défensive qui, d'après moi, va être clé là, pour les succès des Stingers, en tout cas, pour n'importe qui, évidemment. Mais moi, je pense que cette défensive-là va être le cœur de cette équipe. Je pense que ça va être leur atout le plus fort. Je pense que l'an dernier, ils ont été, je ne sais pas si la surprise, c'est le bon mot, mais vraiment, ça a été vraiment cool de voir à quel point ce groupe-là a progressé du début de la saison à la fin. Et je pense que là, ils sont affirmés. Ils ont très bien joué en fin de saison. Et je pense qu'ils vont juste prendre ce succès-là puis le transférer sur la longévité de la saison complète, de cette nouvelle saison-là. Fait que pour moi, c'est clair que défensivement, ils vont être agressifs, ils vont faire des plaqués. Je suis vraiment curieux de voir comme un gars comme William Castonguay, comme un joueur comme ça, va progresser, puis parce que je pense que c'est peut-être sa dernière année, ou en tout cas, c'est un vétéran qui a très bien joué les années précédentes. Fait qu'ils ont plein de bons joueurs. Pour moi, ça va être comment cette défense-là va être capable de peut-être combler certaines erreurs de l'attaque en début de saison ou même à travers de la saison en général. Non, exact. Puis je sais pas, parce que veux pas, ta défense a besoin de redonner le ballon régulièrement à ton attaque. Ça reste que c'est sa job numéro 1. Moi, en tout cas, je m'attends à avoir encore une défensive qui va être efficace, solide. Mais justement, à quel point on va les tester. Puis, Pat, tu es peut-être en mesure de voir certaines choses là-dedans, ou en tout cas des tendances qu'on a vues dans cette défensive-là qui peuvent être attaquables, façon de parler, par les autres équipes. Mais je te dirais qu'en début de saison, les équipes vont assurément essayer d'attaquer les gars qui remplacent Dawson Pierre et Filion. Quand même des deux grosses pertes, là, des gars qui étaient très dynamiques. Puis, tu sais, c'est des nouveaux joueurs qui vont jouer cette position-là. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, il y a quand même une bonne profondeur au niveau de la défensive des Stingers. Puis, tu sais, je pense que
la défensive de Polo joue un peu à son image, une mentalité un petit peu us against the world. C'est comme, c'est notre défensive, on fait ce qu'on a à faire. Puis, je pense que Polo va être prêt, Seguin va être prêt. Puis, je pense que sûrement d'autres. Il y a d'autres choses qu'il n'a pas montré qu'il va rajouter. Je pense que la défensive va pouvoir garder l'équipe compétitive en début de saison le temps que l'offensive se fasse les dents. Non, c'est ça. Puis moi, je pense exact, c'est là-dedans qu'on va voir. En tout cas, je trouve que tu amènes quelque chose d'intéressant. C'est probablement le pilier qui va faire en sorte de garder l'équipe à flot le temps que l'attaque s'ajuste parce que tu as des très bons joueurs là-dedans. Loïc Gagné, notamment, qui a eu son breakout year l'année passée. Ce gars-là est devenu un secondaire de premier plan au niveau universitaire canadien. Il y a Mendel Joseph, que j'ai adoré, qui était recru l'an passé, qui va continuer de faire son travail. Il y a quelques éléments clés là-dedans dans cette défensive-là où est-ce qu'on parle vraiment de joueurs étoiles dans la ligue. Des gars extrêmement solides. Fait que, tu sais, des joueurs qui sont capables d'aller faire des gros jeux, il y en a. Tu as parlé de William Castonguay, il y a des Joël Terrien, il y en a du bon joueur. Thomas Dussault, le safety, c'est un gars assez low profile généralement, mais il fait un très, très bon travail là-bas. Ça va être intéressant aussi de voir comment on va intégrer quelques jeunes. Moi, il y a un certain Nelson Tawa comme secondaire, un ancien de CVM, ça, c'est tout un athlète. Coach Collinson m'a parlé de lui comme étant quelqu'un qui va être sûrement à surveiller cette année si ce gars-là joue au niveau de son potentiel, ne serait-ce qu'athlétique. Ça va être un gros atout. Très hâte de voir. On a parlé attaque-défense. Eric Maximiuk qui revient. Ça aussi, je pense que ça peut être une clé importante pour les Stingers. Une très bonne jambe. Extrêmement solide. Là, au niveau du dégagement, du moins, là, c'est dégagement puis beauté d'envoi, ça reste quelqu'un là, qui a un impact, qui a eu un impact l'année passée. Fait que ça va être à voir ça aussi. Là. On ne sera pas de cachette, on se souvient de la fin de saison. C'est quand même la défensive qui était la force de cette équipe-là. C'est la défensive qui a gardé ça compétitif là, en demi-finale puis qui a fait en sorte que l'offensive soit à quelques jeux près de faire l'upset contre Rougeard. Fait que, je pense qu'au niveau de la défensive, là, on a créé une identité puis une mentalité. Là, je pense plus que c'est présentement que ces gars-là sont intimidés quand ils affrontent les Carabins ou le Rougeard. Je pense qu'ils se sentent bien de jouer contre ces équipes-là. Fait que, c'est hâte de voir comment ils sont capables de prendre le prochain step là, défensivement. Ouais, non, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Pat. Je pense, pour moi, pour cette équipe-là des Stingers, la clé, c'est justement, la défense, je suis pas inquiet. C'est vraiment l'attaque. Quand la défensive va leur donner les opportunités face aux Carabins, face aux Rougeards, dans les gros moments en fin de saison, est-ce que l'attaque, justement, va être capable d'exécuter ces quelques jeux-là qui vont faire la différence, qui vont faire que Concordia va prendre le prochain pas dans sa progression en tant qu'équipe dans cette ligue-là? Pour moi, c'est ça la clé. C'est ça qui va être intéressant à voir. Je vais revenir là-dessus. On a fait le tour, mais je vais revenir là-dessus parce qu'on ramène ça à l'idée de cette attaque-là capable de profiter d'opportunités. Est-ce que justement avoir un Olivier Roy, tu voir le style qu'il a, mais d'avoir un Olivier Roy qui a l'attitude qu'il a déjà, on le connaît, là, c'est un vétéran, ça fait longtemps qu'on le voit, même s'il a besoin de changer des choses, le fait que ce soit un vétéran comme ça, que ce soit un leader vraiment établi dans l'équipe, qui est apprécié, on le sait à quel point c'était une belle nouvelle pour les gars de l'attaque puis l'équipe au complet des Stingers de savoir qu'Olivier Roy revenait. C'est pas juste une question que le gars était bon, c'est que ses coéquipiers apprécient. Est-ce que justement Olivier Roy ne va pas être capable de tempérer ou temporiser ces ajustements-là parce que c'est un gars qui va être capable malgré tout d'éviter les gros problèmes qu'on pourrait avoir du fait qu'il y a une expérience, il connaît très très bien la ligue, il va être capable, sans être parfait au départ, mais peut-être de s'ajuster un peu plus vite ou de parler plus facilement avec son coordinateur offensif, Justin, puis dire, être capable de donner du feedback peut-être plus rapide, puis être capable de s'ajuster plus vite. Pour moi, c'est quand même un gros question mark, surtout avec le style d'offensive qu'ils vont jouer, ça comme tu passes, comme je dis, du RPO à du Pro Style, c'est un univers différent pour le kid. Fait que, il y a un gars de 5e année. On ne sait pas s'il est capable de faire ce genre de truc-là.
Fait que, puis on le veut un petit peu des fois, plusieurs fois durant l'année passée, au niveau de certaines balles longues, les gars étaient ouverts, puis on avait comme on peut y under thrower, quand c'était le temps de faire la passe aux bons endroits, il y a quand même un petit peu, mon terme peut-être un petit peu agressif, mais il y a comme des moments qu'il il a comme choqué un peu sur le genre de balle qu'il lançait. Fait que, des fois, j'ai déjà un petit peu, genre, je suis pas convaincu que c'est un passeur aussi adapté qu'on peut voir dans d'autres équipes. Je pense que c'est un gars qui était bon dans un système, c'est un gars qui fait des bonnes décisions hyper rapides dans l'offensive de coach surprenant, mais pour moi, j'ai comme. Je suis peut-être Thomas un peu, mais j'ai besoin de le voir dans un autre élément avant de pouvoir me prononcer plus sur lui. Pour moi, c'est comme une grosse question là, sur l'offensive des Stingers, son adaptation à un système plus traditionnel. Excellent, très intéressant. Puis bon, je vais rester, c'est ma job, là, je vais rester enthousiaste. En fait, je suis enthousiaste pour tout le monde, moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne suis pas. Je suis juste pas assez con de penser qu'on peut gagner. C'est correct, Phil. Quatrième équipe dont on parle, puis vous l'avez mentionné en parlant des Stingers, on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut pour battre une équipe comme le Rouge et Or quand on va se retrouver dans des moments clés. Mais le Rouge et Or de l'Université Laval, avant-dernière équipe dont on parle, le Rouge et Or qui a connu une saison, je vais le dire, le coup-ci, coup-ça à certains endroits, ils ont fini avec une défaite à Dunsmore qui, ça finit 12-6, c'est un match serré et tout, mais pour toutes sortes de raisons. On a eu de l'instabilité dans l'exécution au niveau de la ligne offensive. On a eu énormément de blessés, ça, faut en parler. Je le sais qu'on voudrait que ce ne soit pas une excuse, mais c'est une réalité. Là, à un moment donné, on joue tellement sur des détails à ces niveaux-là que les blessés, ça a un impact là, pendant une saison. Fait est-ce que le Rouge et Or, qui a énormément, qui a beaucoup de joueurs, qui a beaucoup de changements au niveau de la composition de son équipe pour cette année, dont on entend parler évidemment qu'il y a une bataille pour le poste de carrière partant entre Arnaud Desjardins et Victor Charland surtout. Cette équipe-là, et en passant, peu importe qui va jouer sur le terrain, qui va prendre la place de qui que ce soit, va être extrêmement talentueux. Fait que la question n'est même pas là. Mais est-ce qu'il y a autant de changements, est-ce qu'il y a autant de mouvements, rend pas un peu le Rouge et Or plus vulnérable, surtout en début de saison? Je ne suis pas inquiet qu'à la fin de l'année, il va y avoir une courbe d'apprentissage rapide. Là, je suis zéro inquiet de ça, mais est-ce qu'en début de saison, on pourrait voir un Rouge et Or un peu plus chancelant? Je ne le sais pas. D'ailleurs, surtout qu'ils vont commencer contre Concordia, ça va être intéressant. Jason, je ne sais pas comment tu vois justement le Rouge et Or de cette année. Moi, je pense que le Rouge et Or va avoir une très grosse saison. Moi, je pense que Concordia, ils doivent être prêts pour ce match-là. Je pense qu'ils vont venir jouer cette année avec un orgueil. Puis ils ont le talent pour justement amener cet orgueil-là et puis le matérialiser sur le terrain. Je pense que honnêtement, il y a quand même un écart, même avec Concordia. Je pense qu'il y a quand même un écart entre le Rouge et Or, les Carabins, puis le reste. Et je pense que le Rouge et Or, c'est juste une question. Je pense pas que l'an dernier, c'était une question que le Rouge et Or. Oui, tu as mentionné les blessures. Oui, tu as mentionné qu'au niveau de la ligne en attaque, il y avait des faiblesses, on va dire. Mais je pense que globalement, ça s'est joué sur le fait que les Carabins étaient juste une meilleure équipe. Puis que défensivement, les Carabins, ce qu'ils pouvaient faire, c'était exceptionnel. Fait que pour moi, le Rouge et Or, s'ils sont juste capables de juste revenir avec un très bon niveau d'exécution, refaire ce qu'on a vu en 2022, arriver avec une intensité, une agressivité. Au niveau du talent, pour moi, il n'y a pas un grand écart de talent entre le Carabin et le Rouge et Or. Pour moi, c'est une question d'exécution, puis qui peut vraiment amener ses unités à jouer à un niveau exceptionnel dans les grands moments. Et je pense que le Rouge et Or va juste connaître une très belle saison et que ça va encore se jouer à la Dunsmore. Intéressant. Pat, toi, comment tu vois globalement le Rouge et Or là, arriver dans cette année 2024? Est-ce que les questions qu'on semble se poser ne sont pas faites pour lancer un peu de fumée? Puis finalement, cette équipe-là est pas mal plus proche d'être prête et structurée, déjà solide dès le début. Ça reste une équipe bourrée de talent. Puis quand on regarde le recrutement, si vous revisionnez les vidéos qu'on a faites avant les fêtes, c'est l'équipe qu'on dirait qui recrutait comme qui avait gagné la Coupe Vanier. Ils ont tout rabassé sur leur passage pratiquement dans le recrutement. Donc, je pense qu'ils ont une profondeur abyssale à beaucoup de positions, dont la ligne offensive. Puis la ligne offensive de l'année passée, il y a eu
beaucoup de critiques face à eux, mais ça restait une unité qui était quand même bourrée de talent, qui s'est fait renforcer encore. Donc, c'est sûr que cette ligne-là a le potentiel d'être dominante. Il y a quand même des questions au niveau là, des receveurs. Avant, on cherchait. C'est des questions, mais avant, on avait un peu un problème où on était rendu qu'on cherchait trop peut-être Kevin Mittal au dépend de certains autres gars. Mais par contre, il y a des gars qui sont quand même bons. Mais il n'y a pas encore. Il y a des gars qu'il faut qu'ils step up, qui deviennent des receveurs d'exception. Tu as beaucoup de gars qui sont talentueux, mais tu n'as pas un gars qui va faire des choses semaine après semaine, que tu dis que c'est un des meilleurs de la ligue. Tu as des bons receveurs de possession, mais rendre des gars qui vont faire des gros. De voir qui va pouvoir aider son camp et devenir comme the guy, puis qui va faire rouler cette offensive-là en termes de receveurs. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir aussi s'ils vont un petit peu remplacer avec certaines recrues ou des gars plus matures. Là, on en parlé beaucoup de David Dallaire qui n'a pas été remplacé l'année dernière. Il y a des gars qui arrivent, donc j'ai hâte de voir un peu cet aspect-là au niveau de l'offensive. Comme les porteurs de ballon sont loadés. Je pense qu'une fois que leur carrière va être décidée, là, l'offensive va pouvoir éclairer. Mais par contre, quand tu as comme deux carrières qui compétitionnent présentement, mais tu ne roules pas ton système à pleine exécution parce que tu as deux gars qui jouent la moitié du temps avec les gars de première équipe. Donc, tu te mets un petit peu en retard dans ton installation parce que tu ne peux pas enrouler autant parce que tu as deux gars présentement qui sont en compétition. Donc, c'est sûr, une fois s'ils n'ont pas d'avoir encore statué jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils savent c'est qui quand même partant. Puis, sûrement un gars qui fera toutes les reps cette semaine, mais je pense que pour la préparation de Concordia, ils n'ont pas encore nommé de carrière, mais ça reste que ça peut potentiellement diviser un peu un vestiaire. Tu as peut-être des gars qui sont pro Arnaud, des gars qui sont pro Victor Charland. C'est deux gars qui sont comme un petit peu qui sont bons de façon différente. C'est le genre de voir un peu l'impact que ça tu veux pas nécessairement faire ça de ton vestiaire parce que tu choisis peut-être avec en arrière. Je pense que j'ai quand même été surpris. C'est sûr que Victor, on l'a vu quand il a joué l'année dernière, pour le peu qu'il a joué, il n'a pas trop aux yeux. C'est un gars dynamique. Je pense qu'il en a fait assez pour mettre des questions dans ses codes, des questions au coach pour dire peut-être on a un autre gars qui peut jouer à la place d'Arnaud. Mais j'ai hâte de voir la game. Ça regarde un peu la performance d'Arnaud contre Bishop. Ça regarde peut-être pas bien pour lui. Je ne serais pas surpris de voir Victor Charland jouer. En même temps, quand tu as deux carrières comme ça, mais ils vont tous se mettre à jouer un peu à la chaise musicale dès qu'il y en a un qui joue mal. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils prennent une décision, qu'ils vivent avec. Puis, c'est plate comme je l'ai déjà vécu en tant que coach, que des fois, tu as trop de bons carrières, tu es prêt à le décider. Il faut que tu prennes une décision rapide parce que sinon, après ça va, si tu te mets à jouer à la chaise musicale, je pense que ça peut devenir une saison dangereuse pour eux. Là. Ben exact. Puis, la position de carrière est tellement névralgique. Mon feeling, quand j'ai parlé avec Glenn, puis lui-même m'a dit que selon lui, Arnaud avait un petit avantage. Ça me fait penser à il y a 2-3 ans, en fait, quand Arnaud a pris les rênes de cette équipe-là au dépend de Bolduc. Bolduc a commencé l'année, mais on savait qu'il y avait une bataille. Mais Bolduc a commencé l'année, sauf que la corde était pas longue. Puis quand l'occasion est arrivée, c'est Arnaud Desjardins qui est arrivé, tout approuvé. Puis en même temps, plus le côté, regarde, moi, j'ai rien à perdre, je m'en vais bien jouer. Puis Arnaud a pris la place, puis en passant, a extrêmement bien fait. Puis c'était mérité qu'est-ce qu'il a fait, d'avoir sa place. On pourrait peut-être se retrouver avec une situation comme celle-là où est-ce qu'on va dire, regarde, s'il n'y a pas de clair favori ou un des deux qui se démarque au point de tasser l'autre, peut-être qu'on va donner le bénéfice du doute aux vétérans, mais qu'au bout du compte, justement, la corde va être courte puis qu'on pourrait voir Charland rentrer assez vite en début de saison s'il y a de quoi. Mais en même temps, c'est la vie à ces niveaux-là. Il faut que tu te battes pour ton poste tous les jours. Des fois, le monde, on entend ça, puis il y a des joueurs qui disent « faut que je me batte », puis comme observateur, on prend pour acquis, tu dis, voyons, là, tu le dis pour le dire, là, mais c'est une réalité. Si le gars en arrière de toi, s'il il te pousse dans le dos, il te souffle dans le cou, il y en a qui le sentent, puis l'idée, c'est juste step up finalement, puis ils soient encore meilleurs. Fait que ça va être intéressant.
On a parlé du groupe de porteurs de ballon tantôt, mais tu sais, le groupe, c'est une chose, mais Kalinga Muganda revient. Hein, et j'ai hâte de voir à quel point c'est lui. Tu sais, est-ce qu'on va lui donner un lot plus élevé de travail où on va vraiment s'assurer de travailler en groupe avec ça? J'ai hâte de voir. Ça reste quand même c'est un peu un joueur énigmatique. C'est quand même un jeune qui n'a pas fait le camp printemps, qui s'entraînait à sa façon un petit peu. C'est un personnage, ce jeune-là, si on peut dire. C'est un gars bourré de talent, mais j'ai hâte de voir, parce que s'il ne se moule pas encore, il fait encore des trucs à sa tête, ça reste quand même un feu d'artifice. C'est ce gars qui peut exploser dans tous les sens, le Kalinga. Il va être capable de se cadrer et de devenir le joueur qu'il peut être. Ben, le talent est là, il n'y a pas de doute, c'est ça. Est-ce qu'on veut, justement, est-ce qu'il va rentrer dans ce moule-là, façon de parler? Puis l'idée, c'est pas de casser le gars, c'est vraiment de voir, est-ce que je peux compter sur lui constamment? Puis ça, c'est une chose, parce que le talent est là, on l'a dit, il y en a pour lui, mais pour les autres aussi qui suivent, le Sean Valentine notamment. On s'entend que si Kalinga est Kalinga, c'est un des meilleurs porteurs au Canada. Là. Pas de doute, aucun doute. Jason, ton opinion, grosso modo, sur la chose? Ben moi, je pense que si on ne peut pas compter sur Canada, je pense qu'ils ont quand même assez de talent. Je pense notamment à un joueur comme Isaac Gaillardet, que pour moi, ce serait le candidat à la position de receveur pour justement prendre ce step et être le receveur numéro 1, on va dire. Ils ont des valeurs sûres. Je pense que ça va être une question de voir, peu importe c'est qui remporte la bataille de carrière, ça va être de voir, OK, en fait, je pense que la personne qui va remporter cette bataille-là, ça va être le joueur qui est capable de plus prendre avantage des talents autour de lui. Fait que, pour moi, les joueurs ils ont assez de talent en attaque pour être capable de très bien performer. Que ce soit avec un gars comme Kalinga ou sinon s'ils décident de jouer avec des porteurs de ballon par comité, ils ont la ligne offensive, ils ont les joueurs pour être capables de performer dans ce côté-là du ballon. Pour là, je suis vraiment pas inquiet, peu importe c'est qui le carrière. Good. Ben, puis en passant, il y a, j'ai mentionné vite Sean Valentine, mais surveillons Mathieu Roy. Mathieu Roy, ça, c'est un gars qui, du temps du secondaire juvénile, a été extrêmement dominant. A eu une carrière collégiale au niveau statistique, peut-être un peu coup-ci, coup-ça, mais l'année passée, il est arrivé avec le Rouge et Or, il a continué. Il est arrivé avec le Rouge et Or, a eu des bons moments. Puis Glenn Constantin lui-même me parlait de Mathieu Roy, comme quoi ça allait bien. Il y a aussi même Arnaud qui m'a parlé que Mathieu Roy faisait bien. Fait que quand j'ai deux gars qui m'en mentionnent un. Mathieu Roy, c'est les meilleurs porteurs qui est passé de la région de Québec dans les années. Nous, quand je coachais à Garneau ou à Coach Juno, on le voyait dans notre soupe. On voulait qu'il vienne à Garneau, il est allé à l'Edox. C'est pas le plus gros gabarit, mais ça reste un gars d'exception. C'est un gars, je pense, qu'il a fallu peut-être qu'il y ait une année d'adaptation, mais c'est un gars vraiment quick, c'est un gars bourré de talent. C'est un gars qui a eu un gros volume au secondaire, au collégial un peu moins. Fait que je pense que c'est un gars qui peut exploser de façon assez intéressante là, si on lui donne l'opportunité. C'est un bon kid aussi. J'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que ça reste un arme de plus pour le Rouge et Or. Une autre, comme s'il n'avait pas assez. On n'a pas trop parlé, mais on a juste parlé de l'attaque, mais on s'entend que l'année dernière, la force de cette équipe-là, c'était la défensive. C'est là que je m'en allais, exact. Non, c'est ça, continue, Pat. Ça reste que, je pense qu'ils ont remplacé des gars qui quittaient, Rouleau qui est parti, Thomas Gosselin arrive, c'est comme, tu as remplacé des... L'armement a été refait, puis je pense que, Marc il est au sommet de son art, puis il y a une équipe super talentueuse, il y a des défensifs qui peuvent jouer les coverages qu'ils veulent. On a vu l'année passée, c'est une offensive avant qui était prédominante en zone, puis ils ont joué beaucoup de morts l'année dernière, puis ils ont fait la vie dure aux offensives adverses, même au niveau des carabins. Donc c'est une défensive qui va être prête dès le début de l'année, puis jusqu'à temps que l'offensive reprenne son identité, ça reste quand même la force de cette équipe-là. Non, puis tu l'as dit, avec le groupe dans la tertiaire,
Tu parlais de recrutement tantôt, ça rentre au poste, mais au niveau de la tertiaire, ils ont été pendant une année ou deux avec aller chercher à peu près tout ce qui bougeait, puis on va le voir, ça va être une évidence cette année. On l'a vu l'année passée, Jordan Lessard, demi de coin du côté éco. Ben, du côté large, je m'attends à ce que ce soit Émile Barthélemy. Ces deux gars-là arrivaient de la D2, là, mais c'est des, c'est des bébites. Là, fait, si on peut avoir ces deux gars-là en même temps sur le terrain, les receveurs éloignés des équipes, des différentes équipes vont trouver qu'ils ont tout un match-up avec eux autres, match après match. Il y a du talent, il y a énormément de talent à cette position-là. Moi, ma seule question, je dirais, puis tu sais, c'est plus savoir ça va être qui. Je suis intéressé à savoir c'est qui, parce qu'encore une fois, talent, je ne suis pas inquiet. Qui va accompagner Justin Cloutier? Au poste de secondaire. Parce que là, tu as Justin qui est le gars, mais tu sais, Charles-Antoine Jacques ne sera plus là. Donc, ça va être intéressant. Là, je suis curieux de savoir qui va être avec Justin Cloutier là, au poste de secondaire. Année après année, les gars qui jouent linebacker à Laval sont toujours bons. Fait que je pense que les deux autres gars qui vont être sur le terrain, tu as Francis Bouchard, leur Sam Nicole, qui est un gars que je pense que j'ai vu récemment que il est au pic de son jeu. Fait que c'est une défensive va être le fun d'avoir joué cette année. Assurément, mais il y a un certain leadership qui est parti. Là, Max Lavallée, Petit, Christophe Beaulieu, ça reste du. Puis tu as parlé de William Rouleau, encore une fois, le talent, c'est même pas la question. C'est sûr qu'ils sont talentueux, mais tu as des gars qui étaient et talentueux et efficaces, qui avaient roulé leur boss, qui avaient compris le niveau, qui étaient rendus. C'était tous des joueurs très élites dans le football canadien universitaire. Là, on va prendre des gars qui ont un potentiel d'être des élites. Est-ce qu'ils vont l'être assez rapidement? C'est là la question pour moi là, par rapport au Rouge et Or. Fait que il n'y a aucun doute que ça va être une très, très grosse équipe. À quel point, par contre, ces questionnements-là, à savoir qui va être là, vont se transformer en jeu pas toujours réussi ou en excellent jeu pendant la saison qui vont faire des différences dans certains matchs. Moi, elle est plus là l'affaire. Là. Je pense que contrairement à d'autres équipes qui ont eu des gros changements dans l'off-season, quand tu as une équipe comme le Rouge et Or, dont au niveau du coaching, ils ont quand même une très belle stabilité, puis c'est des coachs élites qui ont vu beaucoup de choses, qui ont des années d'expérience, je pense quand même que ça peut se traduire dans une plus grande facilité, justement, à inspirer des jeunes joueurs à prendre la relève, puis à être des leaders dans cette équipe-là. Puis, tu sais, les leaders que tu as mentionnés, un Maxime Lavallée, un William Rouleau, c'est des joueurs, encore une fois, qui laissent une empreinte. Fait que, pour moi, ces joueurs-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est suivre ce que les coachs ont à dire, ils continuent de travailler. Puis je pense que naturellement, avec les expériences qu'ils ont eues sur les 2-3 dernières années, notamment, c'est une équipe qui a gagné la Vanier il y a 2 ans. Fait que ça reste quand même un collectif, même pour les jeunes qui n'ont pas vu le terrain, qui a eu beaucoup d'expériences positives au niveau du football, qui ont été entourés de gagnants. Fait que pour moi, c'est juste une question de voir comment ces jeunes joueurs-là vont devenir puis faire les choses, faire les actions sur le terrain pour être des gagnants. Non, absolument. Puis regarde, l'année passée, les blessures, ça fait ça. Hein? Ça fait en sorte que tu as des joueurs qui rentrent sur le terrain, qui ont joué dans des situations dans lesquelles ils n'auraient peut-être pas eu à jouer encore à leur première année, deuxième année, qui ont eu la chance de jouer puis qui ont pris une partie d'expérience. Fait que ça va être intéressant à voir. Encore une fois. Vas-y. Avant que tu penses au Carabin, un gros question mark que moi j'ai au niveau de Laval, c'est le remplaçant de Vincent Blanchard. Vincent Blanchard, c'était un arme pour le Rouge et Or depuis plusieurs années. C'est un gars qui puntait bien. Sur les field goals, il était cold as ice. Il a fait des gros bottées d'envoi, même chose sur le ballon bien placé. Là, ce qu'on a vu au match pré-saison, c'était peut-être pas nécessairement concluant. Pour un botteur, le PEP, c'est pas un environnement qui est super le fun. Je sais pas si ça a déjà été beaucoup de fois. C'est une place qui a toujours du vent qui vient. T'as un vent qui vient du nord, puis un vent qui vient du sud, et des tourbillons. Si tu n'as pas un bon botteur à Laval, ben, le botteur, ça peut avoir un gros impact là, sur les matchs. Donc, ils ont un jeune qui jouait à Forteza qui était à Limoilou, mais une grosse jambe. On parlait de Maxime Yuc là, avec Concordia. Là, c'est ce niveau-là de jambe. Mais comme tu dis, il y a probablement de l'ajustement à faire parce que c'est pas tout botter fort là, puis d'avoir la jambe.
c'est savoir où botter, comment utiliser le vent, il y a peut-être quelque chose là. Non, assurément, mais ça reste une incertitude, même si le gars, il a du talent, c'est pas un environnement facile à botter le peps. Non, mais très intéressant, super pertinent comme point parce que c'est ça. On a, comme je dis, là, la force de la jambe est là. C'est pas la question. C'est juste que des fois, il faut placer le ballon à un endroit. Puis là, t'as beau l'envoyer fort. C'est comme jouer au golf, hein? On connaît tout un golfeur qui frappe trop fort, mais qui la met souvent dans le bois plus souvent que dans le milieu. Ben ça peut être un enjeu. Parce que Laval, depuis 10-15 ans, c'est son choyau au niveau des batteurs. Tu as eu Blanchard, avant ça, tu as eu David Côté, avant ça, tu as eu Christopher Milo. C'est comme ça fait des années qu'il y a des batteurs d'élite. Là, c'est la première fois que t'as un gars qui arrive, qui est comme un petit peu comme. Que le talent, il est là, mais on disait peut-être la même chose de Vincent Blanchard quand il est arrivé, mais là, c'est comme on est au fixe, c'est un nouveau batteur. Fait que c'est intéressant de voir si le kid il va pouvoir suivre le legacy qui était derrière lui. Ben écoute, en tout cas, il y a de qui s'inspirer, puis il a rejoué une année au moins derrière Blanchard. Mais tu sais, Forteza, c'est un solide joueur de football. C'est un gars qui. C'est pas un gars qui fait juste botter, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est un gars qui compétitionne. Il compétitionne comme secondaire aussi. Donc, ça reste quand même. Il met pas autant de temps qu'un botteur à temps plein. Vincent Blanchard, il faisait juste ça botter. Là, il passe. Exact. Comme un golfeur qui vient aux pratiques et fait sa petite routine Forteza, il a sa routine de botter, mais il pratique comme secondaire. Fait que, c'est comme, il y a moins de volume d'entraînement. Fait que, c'est sur ça quand même intéressant comme situation. J'ai hâte de voir le dénouement. Un autre élément à surveiller dans cette équipe du Rouge et Or, tu l'as dit, on termine ça avec les Carabins, champions de la Coupe Vanier. Non seulement champions de la Coupe Vanier, mais avec une défensive qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire ne donner aucun touché de tout le long de sa run éliminatoire de l'année passée. Ça a été fantastique, cette ride-là. À quel point, malgré le fait que tout le monde revient à l'exception de deux gars, Bruno Lagacé et Kalen Saint-Cyr, qui ne sont pas détenus, par contre. C'est pas des gars average, c'est des gars niveau professionnel. Kalen Saint-Cyr, il joue là, avec les Stampeders de Calgary. Là, fait que c'est pas rien. Mais ça reste que il y a un paquet d'autres joueurs sur le terrain. C'est rempli de super vedettes, des gars extrêmement efficaces. Et je le sais qu'on va remplacer Saint-Cyr et Lagacé par des gars très, très forts. Louis-Philippe Gauthier, pour ne pas le nommer, devrait être le remplaçant de Saint-Cyr du côté court du terrain. Il était du côté large, mais il a fait des gros jeux en fin de saison. C'est un gars extrêmement rapide. Donc, ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai de la misère à voir les Carabins se faire vraiment déranger. En tout cas, évidemment, il faut qu'ils jouent les matchs, il faut t'exécuter, ça ne change pas. Mais ça reste que sur papier, la défensive des Carabins demeure le monstre de cette ligue-là. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Oui, mais ça va quand même être le no man's land du côté court de Lagacé Saint-Cyr. Il va être testé en masse en début de saison. Puis c'est là qu'on va voir si les gars sont prêts, ils sont tous là. Ça reste que on n'a pas vu beaucoup de passes du côté court. Puis je te garantis qu'en début de saison, ils vont être testés à profusion. Puis ça va être intéressant de voir comment que ces jeunes talents-là vont step up là, face à ça. Exact. Puis, mais ça reste que le reste est là. Tu as la même boîte défensive, tu as les mêmes secondaires partants, tu vas avoir les mêmes grosses lignes défensives avec les Fontenard, les Ojo, les Maisonneuve qui vont être encore là, Nicky Farinaccio puis Harold Miessian qui vont probablement encore on va se demander lequel des deux va être le joueur défensif de l'année. Leur Sam est solide aussi. Ah non, c'est ça. Fait que c'est que ça. Puis, tu as des Édouard Doyon. Tu sais, on parle de talent avec le Rouge et Or. Là, il y en a aussi en quantité industrielle. Puis oui, avec les Carabins, je commence par la défense parce qu'on va se donner le nanan de parler de Jonathan Sénécal après. Mais la défensive, pour moi, en tout cas, à moins que vous, tu
tu l'as dit, tu amènes un bon point, Pat. Peut-être qu'ils vont se faire tester au niveau du côté côte du terrain, mais encore faut-il avoir le temps de se rendre à faire une pause parce qu'il va y avoir de la pression, il va y avoir tellement de choses. Et Denis Touchette demeure le même niveau de cerveau qu'il était. Fait que j'ai bien hâte d'avoir ce que ça va donner. Je sais pas, Jason, comment tu vois ça, ou est-ce que tu vois qu'il y a peut-être quelque chose avec la défense ou encore là? Moi, je pense que la défense, cette défense-là, je pense que ça va être la meilleure unité de cette ligue-là. Je pense que ce collectif-là, l'expérience qu'ils ont eue l'an dernier, ils ont encore beaucoup de talent. Tu sais, je pense que Aaron Mason et Nicky Farinaccio, les deux, comme tu l'as dit, c'est des joueurs élites aussi. Fait que, pour moi, ils vont juste continuer dans leur progression défensive. Je pense qu'avec un entraîneur comme Denis Touchette, je pense qu'il est au courant. Je sais qu'il va s'ajuster, il va faire les choses en conséquence. Puis les jeunes joueurs qui vont prendre la relève de Kellen Sensop et Bruno Lagacé vont être prêts. Fait que, honnêtement, leur défense, je suis pas inquiet. Je pense qu'ils vont dominer avec cette défense-là. Étant donné qu'on a établi que je pense que c'est assez clair qu'ils vont encore dominer, je vais aller tout de suite à l'attaque. Jonathan Sénécal gagne le Hick Crichton l'an passé. Jonathan Sénécal, ça fait longtemps qu'on l'attend comme étant le gars qui allait mener son équipe, amener les Carabins à la Coupe Vanier. C'est chose faite. Jonathan Sénécal, c'est l'inverse d'une tête enflée ou de quoi que ce soit. C'est un gars qui, on le sait, on se l'est fait dire, a travaillé très fort. Semble-t-il qu'il est encore plus costaud, qu'il est encore plus rapide, si c'est possible de l'être. Je parle de rapide, costaud, tu peux toujours l'être plus. Mais l'idée, c'est est-ce que Jonathan Sénécal va amener autre chose encore à cette équipe-là? Parce que moi, je demeure à convaincre par rapport à quel point cette équipe-là, pas à convaincre, c'est pas vrai, c'est mal dit. J'attends, on dirait, de voir une offensive monstrueuse avec les Carabins parce que c'est Jonathan Sénécal. Quand Hassan Dosso est là, quand son groupe de receveurs est en santé, je pense qu'il va tout avoir, mais ça fait quand même 2 ans qu'il y a soit Dosso, Iragi Muganda, des gars comme ça qui finissent par se blesser, puis tu vois que le talent est là, il n'y a pas de doute. Mais dans les gros moments contre les très, très grosses défensives, j'ai eu l'impression des fois que Jonathan Sénécal était un peu tout seul, dans le fond, à step up à très haut niveau. Il y a un Carl Chabot, évidemment, qui est toujours là, qui va être intéressant parce qu'il revient, mais c'est qui les gars qui vont aider Sénécal, qui vont faire que c'est un duo ou un trio imbattable, là, imprenable? J'ai l'impression trop souvent que Jonathan Sénécal, il est le roi de la montagne, il distribue ses affaires, fait ses affaires, mais à quel point ses partenaires autour de lui peuvent être les mêmes toute l'année. Je pense qu'il est différent de Jonathan Sénécal, c'est qu'il peut être encore meilleur que ça. C'est pas pour des circonstances de gars blessés au niveau de receveur, des fois de manque de dynamisme au niveau de l'attaque au sol. En fin de saison, il n'y a pas eu, je trouve pas qu'il y a eu les playoffs nécessairement à la hauteur de ce qu'il peut faire. Je pense qu'il n'a pas joué son meilleur. Il a bien joué, mais il n'a pas joué son. Il nous a mis ça la barre haute, Joe Sénécal. Je trouve que par moment, dans les séries, mais il a des fois forcé des balles. Je pense que ça reste un joueur excellent, mais ce qui est épeurant là-dedans, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que ce gars-là, il est tellement talentueux qu'il va devenir encore meilleur. C'est ça qui est incroyable dans cette situation-là. Mais je pense qu'il y a du polissage à faire de son côté, puis je pense que ça va être fait. Je pense que si son groupe de receveurs reste en santé, puis si l'attaque au sol se trouve un petit peu plus que l'année dernière, c'est qui va arrêter les Carabins? C'est juste les Carabins qui peuvent arrêter les Carabins, puis je pense que c'est Joe Sénécal qui peut arrêter. C'est comme. C'est parce que moi, mon impression, c'est que Joe Sénécal, justement, il ne s'arrêtera pas, lui. C'est pas lui. Parce que lui. C'est pas le genre de gars qui va s'arrêter. Non, quand je dis s'arrêter, je reprenais ton affaire, qui va arrêter qui, je le sais, mais Joe Sénécal va être capable de. Puis peut-être que c'est une drôle d'impression qu'on a. J'en ai parlé même avec William Legault. William, il dit
nous autres, on le sait qu'en tant que groupe, on est capable de tout, de faire ce qu'il y a à faire, puis que oui, le spotlight est mis sur notre défense, puis sur Joe, on le sait, nous autres, ce qu'on fait. On sait que Joe est capable de faire d'étirer des jeux parce que notamment, on fait des blocs, puis on fait ci, puis on fait ça. C'est une évidence, ça. Mais en même temps, eux autres, comme groupe, ils s'en font pas trop avec le fait de comment c'est perçu, puis c'est parfait qu'ils le pensent de même. Ça reste que moi, je suis intéressé à voir c'est qui le gars, en dehors dans les skills players, là, c'est qui le gars en dehors de Jonathan Sénécal qui va être là toute l'année et qui va être soit le go-to guy ou, puis il n'est pas besoin d'en avoir un, mais c'est qui le ou les gars qui vont faire en sorte que Joe va arriver avec encore plus de stats, que l'attaque va marquer encore plus de points, qu'on va les voir justement battre des grosses défenses, parce que là, tu vas avoir Concordia, tu vas avoir le Rouge et Or, ces défensives-là, qu'est-ce qu'il va faire contre eux autres? Lui, personnellement, je le sais, je ne suis pas inquiet du tout, je le sais qu'il va être encore meilleur, je ne suis pas sûr. J'ai hâte de voir. Si Hassan Dosso n'est pas là, c'est qui ton autre gars? Est-ce qu'un gars comme Simon Larose, qui était première année l'année passée, est-ce que c'est un gars qui va arriver? Est-ce qu'il y a Reggie Muganda, qui malheureusement a été blessé, mais peut-tu arrêter d'être blessé, qu'on voit encore mieux ce qu'il est capable de faire? Tu as parlé de jeu au sol. C'est qui le porteur de ballon qui va remplacer Bertrand Beaulieu puis qui va arriver avec un workload qui va faire en sorte qu'il va ramasser plus de verges que Jonathan? Pourquoi c'est Jonathan qui a le plus de courses puis le plus de verges? Même dans les playoffs, c'est encore running back by committee. Tu avais certains gens qui ont bien fait, mais il y a eu des blessures à ce niveau-là aussi. Puis, au sol, ils ont cherché leur numéro 1 toute l'année. Ben exact. Fait que Jason, je ne sais pas comment tu le vois toi aussi, ou peut-être que je me pose trop de questions, puis on cherche des détails où il n'y en a pas. Là. Moi, c'est juste mon avis, puis peut-être que j'ai un bias pour ça, mais moi, je pense qu'ils ont tellement de talent genre, au niveau de leurs skills au niveau de. En tant qu'équipe, au niveau de leurs skills, je pense qu'ils vont être capables de se trouver, puis ils ont une carrière d'exception. Moi, je pense que le groupe sur cette attaque qui va faire la différence, c'est leur ligne offensive. Ils avaient la meilleure ligne offensive de cette ligue-là, j'ai trouvé. Et je pense qu'avec ça, quand tu as une ligne offensive qui est dominante, autant sur les jeux de course que sur la protection de passe, je pense que ça peut t'aider à combler justement peut-être des lacunes au niveau de tes skills players. Puis même à un certain degré, si tu n'as pas un porteur de ballon dominant, le fait que tu as des joueurs de ligne offensive comme Alassane Diouf qui peuvent vraiment juste écraser des joueurs défensifs adverses puis créer des espaces pour tes porteurs de ballon, je pense que ça peut quand même faciliter ou un peu diminuer justement certains de ces problèmes-là. Puis je pense qu'au niveau s'ils gardent leur santé, puis qu'ils gardent juste une certaine cohésion globale au niveau de leur attaque, ils n'auront pas à s'inquiéter parce que avec la défense qu'ils ont, les opportunités qu'ils vont toujours avoir avec le ballon, cette attaque-là ils auront tellement d'opportunités au niveau de juste avoir la balle après plusieurs possessions. Ça va être difficile pour moi de voir un monde où cette attaque-là des Carabins ne pourra pas justement mener encore une fois cette ligue. Ben, tu sais, c'est parce qu'il a mené la ligue, c'est une chose. Puis, tu sais, je ne suis pas inquiet. Moi, dans ma tête, les Carabins gagnent cette ligue-là cette année. Tu sais, comme je dis, là, quand c'est trop beau, on cherche qu'est-ce qui est la bébite. Quand ça va pas bien, on cherche qu'est-ce qui est positif. Je cherche pas du négatif. Je cherche juste à voir qu'est-ce qui va faire encore plus un splash, qu'est-ce qui va faire encore plus un wow. C'est quoi que ça prendrait pour que ça fasse ça? Puis est-ce que c'est justement un porteur de ballon particulièrement explosif? Moi, je pense tu sais, il y a des gars, même toi, Jason, tu les connais, là, tu sais, un Jamal Louis, là, avec Hunsick, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que c'était avec la Détroit, mais tu sais, il y en a, regarde, Redval Keta, il vient de la Détroit, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Ça reste des gars extrêmement talentueux, explosifs, qui ont des qualités athlétiques très élevées. Est-ce qu'un Jamal Louis peut faire ce qu'il a fait, ou en tout cas ressembler à ce qu'il arrivait à faire, des courses complètement folles? Est-ce qu'il est capable d'en faire une ou deux dans l'année? Es-tu capable d'en faire une ou deux dans l'année qui va faire que, wow, OK, on n'a pas vu ça l'an passé, et qui va faire en sorte aussi que tu es la défense adverse, non seulement tu es pris pour gérer Jonathan Sénécal, qu'il n'est pas gérable, mais bon, qu'on essaye si en plus, il faut qu'il donne, qu'il n'ait même pas besoin de lancer le ballon, il a juste à le donner à une couple de gars des fois, puis ces gars-là peuvent faire des gros jeux de 45, 50, 60 verges. Là, ça va devenir injouable ou pratiquement. Mais moi, on dirait que c'est ce gars-là de plus que j'ai hâte de voir. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire. Là, peut-être qu'il n'est pas nécessaire, mais on dirait que j'ai goût de voir ce super joueur-là qui devient l'arme parfaite pour compléter Jonathan. Mais je pense que, par exemple, un joueur comme Jamal, c'est ce genre de gars que
c'est aussi il est très bon pour attraper les ballons aussi. Fait que, tu peux lui donner la balle sur des passes courtes puis le laisser faire le travail. Fait que, je pense qu'il y a des manières au niveau de, avec Gab Cousino, je pense que c'est un coordonnateur offensif d'exception puis qui a assez de créativité justement pour trouver des manières de combler les lacunes. Ils ont tellement de talent que au final, ça va juste être une question pour les coachs de déterminer, OK, genre, de semaine en semaine, comment on va mettre en place les pièces de ce puzzle-là de cette attaque pour éviter de tomber dans une situation comme on l'a vu en fin de saison. On a eu des défaites où on a eu des problèmes avec l'attaque au niveau de la cohésion. Mais honnêtement, s'il reste en santé et qu'il continue le travail, moi, je vois pas cette attaque-là. Ils vont continuer de rouler. Puis Jonathan Sénécal, comme tu l'as dit, Pat, il peut jouer à un niveau encore, à un autre niveau encore. Il y a encore quelque chose à chercher. Puis c'est faux à dire parce que ça a été le joueur élu numéro 1 au pays. Il peut encore être meilleur. Fait que je suis vraiment curieux de voir comment lui, dans sa progression, une autre année, est-ce qu'il peut rester en santé et continuer de faire son travail, mais je vois pas comment cette équipe-là des Carabins, c'est les favoris. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les autres équipes vont répondre à ce juggernaut-là. Non, ça va être la question toute l'année, en fait, puis tout est là. Puis, tu sais, on a Philippe Boyer au niveau des bottées qui est encore là aussi, tu sais, qui est un gars d'expérience aussi, qui va continuer à aller faire le travail. Fait que je pense que tous les aspects de cette Donne équipe-là sont... n'importe qui à Denis Boisclair, il va faire un botteur avec de toute façon. Ben, il y en a déjà un, fait que c'est déjà pas pire. Imagine, il va le rendre meilleur. Mais tu sais, c'est une belle équipe. C'est une... ça a le potentiel d'être une très, 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 très grande équipe. À quel point c'est tough de répéter. À quel point, parce que, oui, tout le monde va courir après eux. Eux, ça devient une motivation pour eux. Parce que ils ont la chance de répéter, ça, c'est une chose. Mais c'est qu'ils ont le même noyau que l'année passée. On l'a mentionné, là, 2 gars près ou à peu près. C'est la même équipe que l'année passée. Est-ce que cette pression-là, ils ont beau se dire qu'ils ne pensent plus à ça puis ils jouent match après match, est-ce que cette pression-là pourrait les empêcher? Est-ce qu'elle va les placer dans une position où ils vont devoir gérer des émotions qu'ils n'avaient pas à gérer l'an passé? L'année passée, tu t'en allais chercher ta première vanille, en tout cas pour le groupe. Là, cette année, c'est essayer d'en chercher un deuxième. Puis surtout, ça va être la dernière fois que ce groupe-là au complet, quand on les regarde ensemble, vont être ensemble parce que là, les Farinaccio, Miesan, Desjardins, Chabot, nommez-les, là, ceux qu'on est habitués de nommer depuis des années, Fontenard, ça va se faire recruter, ça va se faire repêcher dans CFL. Peut-être pas Chabot, malheureusement. Là, c'est mal fait des fois parce que tu es petit. Mais il reste que Chabot, c'est sa dernière année de toute façon. Là. Mais pour les autres, c'est des gars qui vont se faire repêcher dans CFL, qui vont peut-être être pros en 2025. Donc, à quel point, justement, ils vont soumettre une pression sans peut-être même le vouloir, mais est-ce qu'ils vont vivre une pression de « il faut réussir cette année ». Ben, je pense qu'il y a une balance à ça. Je pense que d'un côté, oui, il y a la pression de... On sait qu'on est des champions, on sait qu'on veut remporter le même résultat, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un aspect de on est les champions, puis on sait qu'on va dominer. Il n'y a pas nécessairement plus de pression à se mettre. Je pense qu'ils sont confiants dans leur processus, dans le travail, dans leur culture. Ils n'ont rien à prouver. Ils viennent de gagner la Vanier. Fait que pour moi, comme tu l'as dit, c'est un collectif. Ils sont remplis de pros, de joueurs qui vont se faire repêcher. Ils savent qu'est-ce que ça prend maintenant. Même les joueurs jeunes qui vont, on l'a mentionné, qui vont prendre la relève sur certaines parties de la défense, par exemple. Ils ont un collectif d'expérience qui va bien performer puis qui va réussir. J'en ai pas de doute. Pat, le vois-tu comme ça aussi? Oui, assurément. Je pense que ils sont. La façon qu'ils sont préparés, la façon que je pense que ce groupe-là va encore avoir faim cette année. Je pense que ils sont conscients de ce qu'ils peuvent faire quelque chose de spécial. Puis, pour avoir coaché contre beaucoup de ces joueurs-là ou recruté beaucoup de ces joueurs-là dans le passé, c'est des types d'individus qui seront pas rassasiés d'avoir juste gagné cette année. Je pense que c'est des gars qui en veulent plus. Je pense au niveau des coachs, des Marco, des Capuzzo, je pense que c'est des coachs qui ont craint aussi. Je pense qu'ils vont continuer de pousser cette machine-là encore plus haut.
Non, effectivement, puis je pense que ça semble être le modus, ou en tout cas le mot clé. Là, on n'a pas la mission n'est pas accomplie encore. Donc, effectivement, ça va être, je pense que ça va être ça. Ça va ressembler beaucoup à ça. Fait que bonne chance aux autres équipes qui vont essayer de les rattraper. Puis tant mieux si elles le sont. Ça fait juste amener tout le monde plus haut encore. On va terminer tout ça en parlant des matchs de la fin de semaine. Sherbrooke, ça commence avec Sherbrooke qui s'en vient à Montréal vendredi. Avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de potentiellement compétitif ou on voit ça comme Sherbrooke? Ça va être moi, je pourrais dire, un match pour se préparer pour le reste, mais dans les fêtes, là, si on le regarde juste sur un point de vue fan et observateur, là, est-ce que Sherbrooke a une chance de compétitionner contre Montréal? Si oui, combien de temps? Un quart, deux quarts, une game? Historiquement, c'est l'équipe qui réussit toujours à faire des matchs contre Montréal année après année, même l'année passée. Mais je pense que présentement, ce qui s'est passé à Sherbrooke avec les changements, puis je pense que ça va aller vite un peu pour certains joueurs, certains coachs en fin de semaine. Fait que, je suis un peu vraiment cher de la peau de Sherbrooke, tant qu'à moi. Là. Jason, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ils vont participer, là, comme ils vont faire de leur mieux. Ils vont montrer qu'est-ce qu'ils ont. Genre, pour de vrai, j'ai rien à dire de positif de leur côté. Je pense que c'est juste une question de mettre en place un peu ce que tu disais, Pat, par rapport à surtout les nouveaux coachs, comme tu as dit, voir, tester des idées, voir des choses, voir comment certains joueurs vont s'ajuster. Mais Montréal, je pense qu'ils vont dominer ce match-là, puis qu'ils vont juste se réaffirmer. Comme étant les favoris puis les champions en titre. C'est sûr qu'il y a des haters qui vont dire la Pat et Jason, ils ont dit que Montréal allait faire une boucherie de UBC, mais c'est comme. Hey, c'est pas UBC qui vont s'absenter en fin de semaine. Là. Ben, de un, puis l'autre chose, c'est qu'à la fin, vous aviez raison sur votre prédiction. Et Montréal a gagné. On disait. Exact. Mais ça fait partie du fun d'affaire d'essayer de deviner ce que. En fait, si on se trompait jamais, ce serait moins de fun. L'idée de se tromper, c'est que tu le sais que ça crée c'est bien correct. Par contre, là où on pourrait se tromper, je ne le sais pas, Laval-Concordia samedi, je trouve qu'on a un. En tout cas, je reviens sur mon enthousiasme pro-concordien. Whatever. En fait, de ce que j'ai vu de l'année passée de cette équipe-là, puis la vie me remettra peut-être ça dans le visage, mais à Concordia, commencer l'année comme ça, une équipe qui, je pense, a terminé l'année passée avec confiance, mais surtout avec un sentiment, peut-être assurément un goût un peu amer dans la bouche d'avoir échappé ce match-là en demi-finale de Dunsmore, reçoit Laval, ça va être réglé, là, le Laval-Concordia, quand est-ce qu'il se revoit pour la revanche, si on peut l'appeler comme ça, même si l'enjeu n'est pas le même. Ça se passe à Concordia, je le répète. Est-ce que Laval s'en vient remettre les pendules à l'heure ou si Concordia a la chance de commencer en force avec un 1-0 puis placer Laval ses talons dès le début de l'année? Mais je pense que Concordia va rendre ça compétitif avec leur défense au début. Et je pense qu'au fur et à mesure, rendu au troisième quart, je pense que Laval va juste. Au final, tu vas voir que l'attaque de Concordia va juste pas capitaliser sur les opportunités qui leur ont été données. Puis Laval va juste prendre une avance de 1 ou 2 touchés. Puis c'est un peu comme ça que je vois le match. Je pense que Concordia va montrer des bonnes choses. On va être comme, OK, on voit le potentiel, mais au final, Laval va juste gagner le match. Je ne m'attends pas à être très surpris ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être un peu un match qui va juste confirmer ce qu'on a dit sur Concordia. Une excellente défense, une attaque qui va se rechercher en début de saison, puis que ça va être un peu le point d'interrogation qui va être à suivre. Comme Jason disait, un duel défensif en début de match, avec des offensives qui vont peut-être se chercher un petit peu des deux côtés. Mais je pense que plus le match va avancer, plus que Laval va commencer à éclore au niveau du potentiel qu'ils ont à l'attaque. Je pense qu'ils vont sortir de ce match-là avec une victoire en deuxième demi. Mais je pense qu'initialement, ça va être un match défensif, un petit brawl, mais je pense que pour moi, il y a trop de questions au niveau de l'offensive de Concordia à ce niveau-ci pour pouvoir croire qu'ils vont pouvoir avoir du succès contre la défensive élite de Laval.
Est-ce que c'est au point où ce serait un upset, une victoire de Concordia dans votre tête, ou c'est la Je pense, différence? mettons, tu remets, Ouais. mettons, le même roster que l'année passée contre je t'aurais dit, ça aurait été un upset pareil, tu comprends ce que je veux dire? Là, t'as plein d'éléments qui sont plus là, donc t'as un nouveau caractère offensif, un système où ce carrière, on l'a jamais vu évoluer, avec des receveurs, malgré la ligne offensive, l'attaque au sol qui est bonne, ça reste un nouveau système pour cette offensive-là. Puis ton premier test, c'est contre Rougeard, que c'est sûr que on a un peu l'avantage que ils n'ont pas vu ce que Justin a fait depuis quelques années, même si on veut un peu ce qu'il a fait à Sherbrooke il y a quelques années, mais ça reste qu'ils ont visionné connaissant Laval, c'est sûr qu'ils ont checké toutes ces tapes-là, puis qu'ils ont préparé, mais ça reste, il y a quand même un petit avantage au niveau de l'offensive, qu'il y a peut-être des tweaks ou des choses que coach Chapdelaine va rajouter ou ajuster avec son groupe, mais je pense que c'est. On remet la même game en fin de saison, on pourrait dire quelque chose de différent, mais je pense que dans le début d'année, c'est comme. Je pense qu'ils seront pas prêts pour éclore là, face à la défensive de Laval, que malgré que tu as des rouleaux qui sont pas là, mais tu as un Gosselin qui arrive, comme. Je pense que c'est une défensive. Je pense que Laval l'ont quand même sur le cœur ce qui s'est passé l'année passée. Puis je pense que le temps que leur offensive sera, je pense que la défensive va donner des claques aux équipes en attendant. Intéressant, l'aspect qu'ils l'ont sur le cœur. Je l'ai amené comme quoi Concordia l'avait peut-être sur le cœur, goût amer d'avoir échappé ce match-là, mais la réputation, façon de parler, là, puis je me sens en gros guillemets là, du Rouge et Or a peut-être été touché. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui a senti non, ça ne nous arrivera plus là, de se faire dire qu'on est l'équipe que ça se peut qui descend d'une coche. Là, fait qu'effectivement, là, tu touches peut-être un bon point où est-ce qu'il y a du monde qui a un orgueil à aller défendre. Je trouvais ça drôle un peu dans les médias. Coach Collinson a dit qu'il y avait cette année par année, puis qu'il y avait 70 gars de Concordia qui s'entraînaient, puis c'est une bonne année off-season, mais à Laval, année après année, il y a 90 gars qui s'entraînent, puis ça fait partie de leur culture, puis les gars passent leur année à Québec. Fait que c'est comme ces gars-là, ils sont fait dire tout l'hiver, ils sont fait fouetter ce qui s'était passé l'année passée. Dans la culture d'équipe, Rougeard, les gars, c'est préparation physique, c'est les gars, il y a des équipes comme McGill qui vont dire on a donné qu'il y a 40 gars qui sont venus cette année à Laval, il y en a 80, il y en a 100% des gars qui ont été là, puis il y a 100% des gars qui ont pratiquement rien raté à part quelques gars. C'est comme les gars, c'est une équipe qui est prête, c'est une équipe qui va avoir faim. Je pense que c'est une équipe, autant Concordia, ils ont une amertume d'avoir perdu en demi-finale, mais je pense que Laval, ils ont une amertume de s'être fait presque abattre. Je veux dire, je pense absolument. Mais ils se sont fait débarquer un peu de la montagne l'année passée, puis je pense qu'ils ont des gars en place qui n'étaient peut-être pas dans le driver's seat à certaines positions, mais je pense que c'est une équipe qui a faim. Des fois, tu étais un lendemain de Coupe Vanier, tu as certains gars qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont tourné la page, mais je pense que cette équipe l'année passée, ils ont vu ce qu'ils auraient pu avoir, qu'ils ont eu il y a 2 ans, ils ont vu ce qu'ils n'ont pas eu l'année dernière. Fait je pense que c'est une dynamique que je pense qu'il y a certains gars dans cette équipe-là qui vont step up, qui veulent en mettre les pendules à l'heure. Non, absolument. C'est un très bon point là, que tu amènes. Puis, la pire erreur qui ait jamais été faite, ce serait peut-être ou qui sera jamais faite, c'est peut-être de sous-estimer une équipe du Rouge et Or. Je pense qu'il n'y a personne ici qui sous-estime. C'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment, comme je dis, il y a un fond d'espoir en moi de voir autre chose que Montréal-Laval. Puis, tu sais, c'est pas besoin d'être, c'est parce que je vois Montréal comme le favori cette année, mais, tu sais, d'un fait, il y a un côté de moi qui a envie de voir autre chose pour le principe de voir autre chose. À la fin, tu veux voir les deux meilleures équipes. Ma vraie affaire, c'est est-ce que Concordia fait partie d'un top 3 maintenant ou c'est simplement la troisième équipe? Puis, tu sais,
La nuance est là. Es-tu le troisième ou tu es dans le top 3 parce que le top 3, tout le monde pourrait s'interchanger. C'est là où j'en suis. Je me pose la question. Tu as amené des bons points. Vous avez amené des bons points pour vous faire voir peut-être que justement, il y a peut-être un peu plus de points d'interrogation qu'il y a l'air d'en avoir, malgré le fait que c'est un retour avec un paquet de vétérans puis un paquet de joueurs qui l'ont vu. Les changements sont peut-être assez importants justement pour faire en sorte que c'est pas dans la poche là, que tout va bien se passer dès le début de l'année, surtout pour l'attaque à Concordia. On se finit là-dessus, les boys. Une première de l'année que j'avais très hâte de faire. J'avais bien hâte de faire le tour de tout ça. Fait que je suis bien content de faire ça avec vous autres, les gars, encore une fois. Puis on se reparle évidemment à chaque semaine, si vous le voulez bien. Donc, un gros merci. Un gros merci, guys. Puis on se souhaite une bonne saison du gros football puis des activités en masse à raconter. Un peu de drama ici et là. Remarque qu'il n'y en a plus Mittal, hein, ça change les affaires. On peut inviter Arnaud, puis tu vas en avoir assez vite. Lui, là, il est capable d'en créer s'il faut. Si on veut s'en inventer, il n'y a pas de problème. Yes. Hey, good job, les gars. Merci encore, puis on se retrouve bientôt. Bye. À bientôt. Merci d'avoir été là. Ça se conclut ainsi l'épisode numéro 1 de la saison numéro 3 de Bulletin sportif 24-25. Merci d'avoir été là. Je le répète encore une fois, c'est un plaisir et c'est un honneur de savoir que vous êtes si nombreux à écouter, à suivre, à vouloir savoir ce qu'on a à raconter du mieux qu'on peut sur le sport étudiant. Surtout que vous soyez de plus en plus nombreux à vous intéresser à ça. Je ne vous dirai jamais assez à quel point c'est important que vous en fassiez votre podcast, votre événement à vous à chaque semaine de regarder ça et surtout de passer le mot, transférer ça, envoyer ça, prenez le lien, envoyez ça à tout le monde, Facebook, Instagram, utilisez ce que ça vous tente, faites-le imprimer, non, on ne peut pas. Bref, tout ça pour dire que on est content de vous savoir avec nous. Je termine personnellement tout ça en vous rappelant ce dont on a parlé à peu près 8 fois dans la dernière heure et demie-ish. Sherbrooke, le Vert et Or, en visite à Montréal, au Sepsum, pour y affronter les champions de la Coupe Vanier, les Carabins, vendredi soir à 19h. C'est sur les ondes de TVA Sport si vous ne pouvez pas vous rendre au Sepsum. Et 19h samedi, on a Laval à Concordia. Ce sera disponible sur le web. On commence la saison de football universitaire comme ça. On a également, parce qu'il n'y a pas que le foot universitaire, on a le soccer collégial aussi qui commence en même temps en fin de semaine. Ça commence dès vendredi. Donc, un paquet de matchs. Allez voir sur le site rseq.ca dans la section des calendriers. Vous allez trouver tous les matchs soccer collégial, donc chez les gars, chez les filles. C'est du très, très, très bon niveau. Là aussi, on va en parler une fois de temps en temps pendant la saison, évidemment. Donc, à suivre tout le monde. Football, soccer, ça commence dès cette semaine, puis on en a pour un bon bout de temps d'ici la fin de l'année. Salut tout le monde, merci d'avoir été là.